Donc, alors première vidéo en termes d'entretien du Rocher, donc avec Thomas Ferrier, président et même fondateur du Parti des Européens. Vous l'avez fondé en 2016, c'est ça? Oui, alors il y avait une initiative antérieure qui avait un nom que je ne nommerai pas, mais que c'était plus ou moins PSUN, quelque chose comme ça, avec socialiste, et ça c'était au départ. D'accord. Mais comment dire, c'était marginal et le nom n'était pas engageant. L'objectif du Parti des Européens, c'est pour ça que je l'ai appelé sous ce nom et ce terme-là, c'est vraiment d'être le parti des Européens du futur. En termes clairs, aujourd'hui, il n'y a aucun parti qui défende les Européens en tant que tels, strictement définis comme tels, dans une perspective politique. D'accord. Alors, quel est votre cheminement intellectuel? Est-ce que vous avez toujours pensé de la même manière? J'imagine que non. Quand a été éventuellement un virage ou une formation Alors, en fait, concrètement, je pense que j'ai toujours pensé ce que je pensais, mais pas exactement de la même façon et pas avec la même formulation. C'est-à-dire que, naturellement, j'ai toujours une conscience identitaire très forte, une conscience européenne très forte, mais elle était grossière au début. Quand j'étais jeune, quand j'avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans, 10 ans, j'avais une conscience assez précoce, mais évidemment, j'avais pas les bons termes, j'avais pas les bonnes notions, j'avais pas les bonnes références. Donc, c'est au fur et à mesure de lecture. Alors, j'ai notamment lu des auteurs de ce qu'on appelle la nouvelle droite, donc de Alain Benoît, Dominique Vénère et tant d'autres, donc des figures de ce qu'on appelait le GRES, un groupe de recherche et d'études de la situation européenne, sans en avoir jamais été membre, hein, je le précise, mais j'ai lu beaucoup d'auteurs. Actuellement, je dois être en 14 000 livres d'histoire, de géographie, de géopolitique et politique lus à 43 ans, c'est pas trop mal. C'est pas mal. Voilà, et donc je ne sais même plus de les remettre les livres, tellement j'ai pu en lire, mais très ciblé. Je ne lis plus de romans depuis plein d'années. J'ai ciblé vraiment mes lectures, orienté mes lectures vers la cause que je défends. Donc être capable d'avoir le maximum d'informations historiques, géographiques, culturelles, linguistiques et autres sur l'Europe, de manière à pouvoir parer toute attaque qui pourrait venir. Le but, c'est pas de donner des leçons aux autres, mais le but, c'est d'être capable de tenter, en tout cas, de vaincre n'importe quel adversaire en débat, si débat il y a. D'accord. Les seuls adversaires que je ne peux pas vaincre sont ceux qui refusent le débat ou ceux qui sont dans une logique de violence politique, évidemment. Là, et parfois, je suis confronté à des dérives sectaires, pour pas balancer un peu, mais j'ai constaté, par exemple, que les militants de la partie qui s'appelle l'UPR, l'Union populaire républicaine de Asselineau, sauf exception, il y a toujours des exceptions heureuses, me semblaient dans une dérive assez sectaire. Et donc, je me suis rendu compte que on pouvait argumenter comme on voulait, de toute façon, il y a un blocage, on va dire c'est des mantras un peu comme dans les madrassas en Afghanistan, c'est article 50 Frexit, article 50 Frexit, voilà. Et donc tout s'explique par la nocivité de l'Union européenne, qui est la mère de toutes les défaites et la mère de tous les maux. C'est la boîte de Pandore, on a ouvert l'Union européenne, et donc en fait, on a découvert le chômage à cause de l'Union européenne, l'immigration est venue à cause de l'Union européenne, si la France est endettée, c'est à cause de l'Union européenne, si il y a l'OTAN, c'est la faute de l'Union européenne. Peut-être que s'il y a une invasion extraterrestre demain, ça sera la faute de l'Union européenne aussi. Voilà. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que l'Union européenne est formidable, parfaite, c'est génial, tout va bien. Au contraire, moi je peux vous faire une analyse en 5 minutes de pourquoi l'Union européenne ne marche pas, pourquoi il faut sortir de cette logique actuelle. Ça ne veut pas sortir de l'Union européenne évidemment, mais la réorienter totalement, mais ça on pourra en parler, mais effectivement, l'idée c'est pas d'être dans le monde de oui-oui, c'est pas de dire tout est merveilleux, mais c'est pas non plus être dans le monde de non-non, si on peut dire, c'est-à-dire oh là là, tout est catastrophique. Il y a des périls réels qui menacent l'avenir même de la situation européenne, et notamment migratoires et religieux, surtout migratoires d'ailleurs, et démographiques tout simplement. Ça c'est une vraie menace, ce qui ne veut pas dire que c'est une défaite certaine, ça veut dire simplement qu'on a un péril existant, un péril qui s'aggrave chaque jour, et il suffit d'être en région parisienne comme vous l'êtes et comme je le suis pour se rendre compte que, on va dire, la vague avance. Alors ceux qui la voient la plus, c'est par exemple à Marseille. Moi je me souviens que j'avais de la famille à Marseille qui disait la vague avance, c'est-à-dire concrètement, quartier par quartier, l'Afrique du Nord déferlait sur l'Europe. Pour résumer un peu de manière provocatrice un peu les choses, mais c'était comme ça que c'était vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs le sentiment européen peut naître aussi de ça. Il y a un sentiment européen qui peut naître simplement de la connaissance de l'histoire de l'Europe, de l'amour de sa civilisation et d'une forte conscience identitaire, mais ça peut être aussi face à l'autre. Quand vous êtes sur un marché de Marseille, vous êtes les seuls Européens et que vous voyez peut-être que vous voyez un Espagnol ou un Italien, vous dites chouette, un compatriote, parce que concrètement ça devient ça, vous avez aussi le sentiment européen.
Le sentiment européen, il peut être natif en soi, mais il peut être aussi confronté à l'autre en disant, ah bah oui, finalement, c'est nous les Européens, nous sommes Européens, voilà. Mais alors, moi, il y a un argument des gens de l'UPR que je peux éventuellement retenir, et qui n'est pas complètement faux, c'est que c'est vrai que depuis que les élections européennes existent, c'est-à-dire depuis 1979, la plupart des partis nous disent qu'il faut changer l'Europe. Et ça, c'est vrai qu'il n'y a jamais un seul parti qui est arrivé pour dire l'Europe c'est fantastique, il fallait toujours changer l'Europe, et que l'Europe n'a jamais été vraiment changée, enfin l'Union européenne. Alors le problème, c'est que l'Union européenne, c'est surtout un nain politique, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas tellement besoin d'être changée, elle a besoin d'être faite. Le vrai problème, il est là, c'est qu'il y a... Par exemple, il faut savoir, très peu de gens le savent, mais c'est intéressant de le savoir, les élections européennes en 1979, le premier Parlement européen élu en 1979, ça a été un vrai débat entre les États. Beaucoup de gouvernements avaient peur que ce Parlement européen ait trop de pouvoir. Et donc, ils avaient la crainte qu'il leur échappe. Il y avait cette peur-là. Et si on a des députés européens élus par les Européens, ils auront une légitimité démocratique et donc ils pourront s'en servir. Alors qu'avant, il n'y avait pas du tout d'élection. Mais ils avaient peur aussi d'apparaître comme trop antidémocrates. Le problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a une dimension extrêmement technocratique. Donc, ne pas mettre du tout d'éléments de démocratie, de vote, d'élection dedans, ça leur posait un problème. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a poussé le plus à la mise en place de ce Parlement européen, en sachant que d'autres lui avaient dit c'est dangereux, imaginez que le Parlement européen demain réclame le pouvoir. C'est-à-dire exactement la stratégie que je propose, en fait. Et ils avaient peur de ça. Parce qu'effectivement, ce Parlement européen, il est peut-être croupion aujourd'hui, mais il a une potentialité d'être autre chose. Et c'est cette potentialité qu'il faut jouer. Je vais prendre un exemple. Si je veux essayer d'expliquer à n'importe quel europhobe modéré, on va dire, ou eurosceptique, pourquoi l'Union européenne n'est pas une Europe fédérale, pourquoi l'Union européenne ne décide de rien et ne commande pas. Parce qu'ils nous disent, oui, l'Union européenne nous impose les GOP, les grandes orientations politiques européennes, etc. Il faut savoir comment fonctionne l'Union européenne de base. Déjà, la Commission européenne. Les membres de la Commission européenne ne sont pas des gens qui sortent du chapeau. Ce sont des gens qui sont proposés par les chefs d'État et de gouvernement. C'est très rare qu'ils soient rejetés. C'est arrivé avec Mme Goulard, proposée par Macron, parce qu'elle avait, on va dire, des casseroles derrière elle, et que c'était une grosse erreur stratégique de Macron de la proposer quand même. Donc, il a perdu par rapport à ce cas-là, mais il a imposé Thierry Breton derrière. Donc, c'est-à-dire que, de toute façon, ce sont bien les gouvernements qui ont un commissaire par pays et qui choisissent qui ils veulent mettre. Ensuite, la présidente de la Commission. Comment ça fonctionne ? On pourrait se dire, on tient compte du Parlement européen ou des grands rapports de force. Très concrètement, Mme Merkel, Angela Merkel, ne voulait pas du candidat, ce qu'on appelle le Spitzenkandidat, c'est-à-dire le candidat qui était tête de liste du Parti populaire européen, qui est le premier parti du Parlement. Manfred Weber, pourtant, fait partie du même parti qu'elle, la CDU. Il était soutenu par Orban, non ? Alors, c'est compliqué. Il était soutenu plus ou moins par le PPE, mais Angela Merkel, donc, qui dirige la CDU, qui en plus elle est Premier ministre, enfin chancelière allemande. Puis elle a le poids, vu que c'est les Allemands qui ont le plus de députés. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voulait se débarrasser en fait de sa ministre de la Défense, Madame Ursula von der Leyen, gênée. Pourquoi ? Parce que von der Leyen est la candidate préférée de Merkel, qui s'appelle donc AKK, Angela Kramp-Power, je ne sais plus quoi d'ailleurs, voilà. C'est pas un AKK 47, en tout cas. Eh bien, c'est donc le poulain, si on peut dire, d'Angela Merkel. Le clone et le poulain d'Angela Merkel. Et donc, von der Leyen, qui est plutôt comme de droite catholique ou protestante, je ne sais plus, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, qui est une mère de famille nombreuse et autres, pouvait être une concurrence. Donc, quand on a un concurrent, par exemple Rachida Dati à Paris, eh bien, on la balance au Parlement européen, comme ça, elle est payée et elle est occupée ailleurs, loin du terrain national. Donc, il s'agit de se débarrasser des hommes politiques dont on ne veut plus. Mais en les flattant quand même, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre dans un placard, mais de les mettre dans une cage dorée plutôt. Et donc Mme von der Leyen a été proposée par Mme Merkel en disant Angela Merkel dit je veux que Ursula von der Leyen soit la présidente de la Commission. Alors c'est là que rentrent les discussions. Donc tout se passe entre gouvernements. Il n'y a pas du tout de supranationalité. Emmanuel Macron dit ok, je veux bien que ce soit Ursula von der Leyen qui est la Commission, mais moi je veux un dédommagement. Et mon dédommagement, ça va être de mettre Christine Lagarde, qui quitte à peine le FMI, pour la mettre à la Banque Centrale Européenne. Voilà. Vous les Allemands, vous avez pris la Commission, très bien, mais moi je veux la Banque Centrale Européenne. Et donc voilà Christine Lagarde, qui se retrouve à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et donc voilà, le fameux duo franco-allemand est toujours là.
malgré le fait qu'il y ait 27, et il y avait encore 28, et il reste encore 28 pour quelques jours avec le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni, depuis le vote du Brexit, de toute façon, n'avait plus son mot à dire. Il était en partance. Ouais, ouais. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe derrière? Il faut quand même dédommager les autres pays. Alors, on achète les Belges avec la nomination de l'ex-premier ministre de Belgique qui s'était fait virer parce que sa coalition avec le flamand Bart de Wever avait sauté. Et donc, ce Charles Michel, il faut le dédommager, c'est un copain. Hein. Donc, c'est logique de copain et de coquin. Il faut le dédommager, il s'est sacrifié pour la cause, entre guillemets, donc on va le mettre président européen. On avait mis Donald Tusk pour le sauver d'un désastre électoral polonais imminent. Donc on l'avait sauvé en le mettant président européen. Avant lui, c'était un certain Herman Van Rompuy, donc un flamand parfaitement inconnu. Voilà. Mais comme la Belgique, il y a Bruxelles dedans, etc., on dédommage les Belges. Et alors, il fallait dédommager un peu l'Italie quand même, parce que l'Italie a trahi les électeurs, puisque donc Salvini, le chef, Matteo Salvini, le chef de la Lega, avait le vent en poupe, et il a fait le pari de faire sauter le gouvernement en demandant des élections anticipées, en disant finalement le Parlement ne représente plus l'opinion des Italiens. Et là, le mouvement 5 étoiles, qui la veille encore disait plus que le pire du Parti démocrate de Renzi et autres, retourne sa veste et décide de maintenir le gouvernement en place Conte, mais en changeant de partenaire, c'est-à-dire en s'alliant avec le Parti démocrate. Voilà. Le premier stress le même, la Ligue est dehors, et pas d'élection. Et donc pour récompenser cette trahison, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un socialiste italien très hostile à Salvini à la présidence du Parlement européen, pour 2 ans et demi. Voilà comment ça se passe. On voit bien que là, il n'y a aucune supranationalité. La fameuse Europe des nations souveraines, l'Europe des États dont les souverainistes me rabâchent les oreilles, mais ils l'ont, ça s'appelle l'Union européenne. Pourquoi veulent-ils en sortir? Ils ont exactement la fameuse intergouvernementalité, les fameuses coopérations. Voilà, c'est-à-dire que ça ne marche pas. L'Union européenne ne fonctionne pas parce qu'elle est fédérale, elle ne l'est pas. Elle ne fonctionne pas parce que c'est une Europe des États. Et alors c'est très compliqué parce que ces États, par exemple, favorisent plus ou moins l'indépendantisme catalan ou écossais. Mais quand celui-ci est prêt de pouvoir réussir, là, il le tempère complètement. Aujourd'hui, le Parlement européen ne dit rien sur la question de l'Écosse. On sait que les Écossais ne voulaient pas quitter l'Union européenne. Le Royaume-Uni refuse de leur donner un nouveau référendum parce qu'ils ont fait un référendum il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, l'Europe pourrait dire les Écossais ont droit à l'autodétermination. Jamais. Jamais. Jamais ils disent que l'Écosse... Jamais ils n'encouragent l'Écosse à devenir indépendante. Donc ceux qui font le complot en disant oui, l'Union européenne veut détruire les États et veut casser les États-nations. Concrètement, quel État-nation a été cassé? On peut prendre le pire exemple, je dirais, c'est le Brexit. Alors je m'étais trompé, c'est rare, je taquine. Hein, bon, voilà. Tout le monde se trompe évidemment, mais j'avais fait le pari que le Brexit n'aurait pas lieu. J'étais parti de l'idée que finalement Boris Johnson ne pourrait pas le faire parce qu'il fallait un accord. Le Parlement britannique avait imposé un accord obligatoire à Boris Johnson pour quitter l'Union européenne en bonne et due forme ou ne pas la quitter s'il n'y avait pas d'accord. Donc jusqu'au mois de novembre ou même décembre 2019, il n'avait pas d'accord. Donc soit il bravait le Parlement, il allait au clash, c'est-à-dire le Brexit dur, hein, c'est-à-dire sans accord, mais en fait il aurait peut-être même été menotté, enfin c'était illégal, il aurait peut-être même été arrêté, soit il négociait avec l'Union européenne un délai supplémentaire. Il ne voulait pas le faire parce qu'il avait dit, vous voyez, fin janvier 2020, le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne. S'il est obligé de repousser de 3 mois, 6 mois, 1 an l'échéance, sa crédibilité interne politique aurait peut-être été entachée. Puisque lui, sa plus-value, c'est-à-dire le Brexit, c'est maintenant, on le fait. Bon, s'il n'arrive pas lui-même à le faire, il aurait pu, par exemple, ne pas pouvoir organiser les élections qu'il a gagnées, il aurait pu les organiser et les perdre, enfin voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait que le Brexit a eu lieu? Eh bien, c'est que l'Union européenne a sauvé le soldat Johnson. Comment elle l'a fait? Eh bien, elle a pris compte du fait que lui, il avait absolument besoin d'un accord pour s'en sortir. Ça a été un accord au rabais. Donc, ce que j'appelle, moi, very soft Brexit, c'est-à-dire le Brexit le plus doux possible. Au point de vue symbolique, il sera dur. Plus de drapeaux, retour des frontières officielles, le passeport britannique va être réintégré, il n'y aura plus la notion de l'Union européenne. C'est d'un point de vue symbolique, l'Union européenne va disparaître du Royaume-Uni. Mais en fait, derrière, tout va être pareil. C'est pour ça qu'il faut s'attendre ni à un miracle économique, ni à la ruine du Royaume-Uni. Le Brexit dur, personne n'en voulait. Ni la City, ni personne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la presse aujourd'hui, il n'y a plus d'inquiétude.
Dans la presse française et internationale, vous aviez une inquiétude, attention au Brexit. Oui, non, c'est fini. Et là, à quelques jours de l'échéance, tout est calme, tout va bien. Personne ne s'inquiète, les médicaments vont bien arriver, etc. Après, il y a peut-être un petit peu d'un aspect spéculatoire, à savoir, vaut mieux pas diaboliser le Brexit vu qu'il va avoir lieu, vaut mieux laisser les agents avoir confiance en l'économie et donc oui, alors, il y a un peu de etc. ça, mais c'est un jeu de manipulation. Effectivement, le gouvernement britannique veut faire croire au peuple britannique qu'ils sont mot à dire. Les Britanniques ont voté en faveur du Brexit. Un Brexit qui n'a jamais été défini par celui qui a fait le référendum. En fait, il faut voir que c'est quand même assez tordu cette affaire de Brexit. Là, on s'écarte peut-être du thème de départ, mais je me suis beaucoup mouillé sur la question du Brexit, donc positivement comme négativement. Il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché de ne pas vouloir tenir compte de la démocratie, vous ne respectez pas la volonté des Britanniques, etc. Mais moi, je ne sacralise pas le référendum parce que je pars d'un principe, c'est qu'il faut des conditions préalables, un prérequis démocratique. Voter, c'est pas démocratique, puisque même en Union soviétique, on votait. Hein. Simplement, le problème, c'est pourquoi, comment, etc. Et le Brexit, au départ, c'est quoi? C'est d'abord un calendrier politicien. C'est que David Cameron, depuis des années, avait l'aile droite du Parti conservateur qui le tannait pour sortir de l'Union européenne, ou en tout cas faire un référendum. Et il avait peur de perdre les élections futures, face par exemple aux travaillistes, parce qu'il s'était dit, si moi j'ai mes boulets derrière qui font leur propre parti, qui vont rejoindre Farage, etc., ils vont me faire battre. Il y a aussi eu une réforme, alors elle n'est pas vraiment constitutionnelle, parce que c'est compliqué de qualifier la Constitution c'est un droit coutumier au Royaume-Uni, oui. Mais du coup, il y avait eu une réforme en 2011 pour définir la manière dont on pouvait évincer le Premier ministre britannique. Et il ne pouvait être évincé que par sa propre majorité. Et il y avait un risque au sein de sa propre majorité de se faire évincer. C'est la même chose. Soit il risquait de sauter, soit il risquait de ne pas être réélu. Bon. Dans les deux cas, il quittait le pouvoir. Et donc, il s'est imaginé qu'il allait organiser ce référendum pour tuer le Brexit. En termes clairs, je fais un référendum sur le Brexit, je le gagne, et comme ça, je n'en entends plus parler. Alors, il est allé négocier, parce que personne à peu près ne sait ce qu'il a négocié, il a été faire des négociations avec l'Union européenne pour dire j'ai obtenu un accord plus favorable. Voilà. Et il a dit aux Britanniques, bon, je vous fais un référendum, et le choix il est simple, c'est ou bien voter pour mon accord, ou bien on quitte l'Union européenne. Il aurait pu très bien dire, votez oui ou non à mon accord, sans mettre en question l'appartenance à l'Union européenne. Donc c'est pas un référendum en disant, voulez-vous rester dans l'Union européenne ou quitter l'Union européenne, c'est pas ce qu'il a fait. C'est ou bien vous votez mon truc bidon que j'ai obtenu, donc c'est une forme de plébiscite d'ailleurs, ou bien on quitte. C'est un chantage. Oui, c'est un vote de confiance. Voilà. Donc on n'est pas sur un pur Brexit, on n'est pas sur un référendum propre, on est déjà sur un référendum biaisé. Donc tous ceux qui voulaient virer Cameron, et qui n'étaient pas forcément aussi à l'Union européenne, ont voté non. Donc ils ont fait gagner le Brexit. Ils ont voté non à l'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un Brexit propre. 51,6 ou 51,8% des Britanniques ont voté pour le Brexit. Mais dedans, combien ont voté pour réellement le Brexit? Les gens ne répondent jamais au référendum moderne à la question posée. Parce qu'ils votent sur le pouvoir en place. En 2005, quand le traité constitutionnel, qui n'était d'ailleurs pas constitutionnel, européen, a été refusé par les Français, on avait un Jacques Chirac qui était au pouvoir depuis des années, qui d'ailleurs était très timide dans sa défense du traité constitutionnel de 2005. Un Fabius qui s'est mis en tête d'être contre parce qu'il sentait qu'il y avait un potentiel électoral de se présenter peut-être après comme le candidat de la gauche. On est sur un calendrier qui a, complètement politicien. Donc, pour des raisons personnelles, des raisons carriéristes, Cameron met en danger l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, et cet imbécile-là, il perd le référendum. Donc, il démissionne, mais il n'a jamais dit comment on pouvait le faire. Et là, comment on fait maintenant? La majorité parlementaire n'est pas pour le Brexit. Il n'y a pas de majorité pour le Brexit au niveau du Parlement, puisque les élus n'ont pas été élus sur ce principe. Donc, comment on fait? Et c'est là les guerres. Il faut respecter la parole britannique. Alors que le droit britannique n'oblige absolument pas à respecter... Il faut savoir que le droit britannique n'oblige en aucune manière à respecter un référendum. Il y a des référendums constitutionnels en France qui font force de loi, mais pas au Royaume-Uni. C'est une consultation. Ils pouvaient dire, on vous a compris, ou mais on s'en fout. Voilà. Donc concrètement, rien n'oblige ça. Mais ils se sont mis en tête que le peuple britannique était quand même pas très content, c'est la preuve. Et donc c'était dangereux de dire aux Britanniques, bon écoutez, on s'assoit sur votre vote. Et donc ça a amené Theresa May pendant les 2 ans et quelques de souffrance à essayer de négocier un accord dont personne ne voulait. Alors le hard Brexit, personne n'en voulait, mais il y avait le problème de la frontière avec l'Irlande du Nord. Faut-il remettre la frontière avec l'Irlande du Nord, quitte au risque que le mouvement l'IRA et autres reviennent,
C'était pas si simple. Hein. Il y a l'Écosse qui n'était pas d'accord, parce que l'Écosse avait voté contre le Brexit, le Pays de Galles était un peu partagé, donc c'était compliqué. Et Johnson a été pour le Brexit sans aucune conviction, uniquement parce qu'il rêvait d'être Premier ministre et qu'il voulait la peau de Cameron, qui était un ancien condisciple. Et il s'est dit, j'ai une ambition, et si le Brexit gagne, je deviens Premier ministre. Alors, je fais peut-être une aparté, mais ce que vous dites, un petit peu la manière de l'aborder, ça me fait un peu penser un peu à Charles Péguy, avec la mystique républicaine. Et est-ce que vous approchez un peu de cette idée-là ou pas dans... Alors, moi, j'ai l'impression que je non, mais là je fais de la cuisine politique. Là. Ce que je fais là, c'est de la cuisine politicienne. Je vous explique la cuisine politicienne. Donc, c'est presque comme un chirurgien qui regarde... je fais une allusion à un drôle de personnage assez frappadingue, on va dire, qui est neurochirurgien et qui aime bien aller disséquer, mais il ne sait pas autodisséquer, c'est ça le problème. Je parle d'un certain Ploncard, vous avez peut-être vu des vidéos. Non. Bon, on va l'oublier aussi vite que j'en ai parlé. Voilà. Bon. C'est gratuit, mais bon, j'ai vu 2-3 vidéos de ce personnage, j'ai compris tout de suite. Enfin, voilà, l'idée générale, c'est que c'est l'envers du décor. Alors c'est vrai que quand on est, par exemple, quand on va au restaurant, on n'aime pas trop aller aux cuisines, parce que le jour où on voit la cuisine derrière, on ne va plus au restaurant. Hein, l'envers du décor, c'est pas toujours bien. Mais je pense que c'est nécessaire que les gens voient cet envers du décor, comment ça fonctionne vraiment derrière. Et qu'ils arrêtent de mettre des convictions aux gens là où ils n'ont pas de convictions. Moi, j'ai l'arrogance de prétendre avoir des vraies convictions. Et j'ai aussi l'arrogance de penser que beaucoup d'hommes politiques n'en ont pas. Et je peux englober à peu près tout le monde. Si on prend le cas français, j'en profite parce que ça va faire un peu de buzz, c'est bien. Mélenchon, sénateur socialiste. Il se réveille super gauchiste. Bon, il se réveille gauchiste parce qu'il n'avait plus d'avenir au Parti socialiste et qu'il s'est imaginé, et qu'une ligne plus radicale, il allait pouvoir émerger, ce qui a été le cas un temps. Ouais. Bon. Marine Le Pen, elle s'appellerait Marine Duchemol, elle ne dirigerait pas le Front National, le Rassemblement National. Elle a hérité du gâteau parce que papa Jean-Marie avait surtout pas envie qu'une patte étrangère à la famille, près de la gouvernance du parti, il commence à regarder les caisses, on va dire. C'est toujours très embêtant d'aller voir derrière l'envers du décor. Un nouveau chef de parti, il fait l'inventaire. Donc il fallait que ça reste en famille. Bon. Les convictions de Marine Le Pen, à mon avis, c'est défendre des sans-papiers en tant qu'avocate quand elle était jeune. Voilà, elle s'appelle Le Pen, elle a souffert de son nom, parce qu'évidemment, le nom de Le Pen était terrible, et elle a vécu dans sa chair, voilà, elle a payé le prix. Et donc je pense qu'elle se dit, honnêtement, elle va se dire, c'est mon tour maintenant, voilà. Hein. Donc, mais les convictions, Macron a-t-il des convictions? Je pense pas. Si, il a une conviction, on va arriver au pouvoir, la gloriole, les bons repas, les voyages internationaux, se montrer, oui, ça c'est sûr. Chirac, Chirac, c'est un peu le même genre. Voilà, Chirac, Mitterrand, c'était ça aussi. Sarkozy, c'est plus compliqué, parce que Sarkozy, lui, il vivait déjà un petit peu bien, de manière générale, et donc, il n'était pas en attente d'argent, entre guillemets. Oui. Même maintenant, il doit vivre mieux que... Tout à fait. Bah oui. Et Sarkozy, il avait une haute opinion de ce qu'était un président de la République. Oui, je suis à peu près persuadé. Et quand il arrive au pouvoir, il s'est rendu compte qu'il n'avait aucun pouvoir, que c'était du flanc. Je crois que c'est ça qu'il a... Il a été déçu par la fonction. C'est possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas candidat s'il pouvait être candidat, parce qu'il y a quand même l'appétit du pouvoir. Mais un Hollande, par exemple, on compare parfois à un flanc, un flamby, etc. C'est un peu ça. Hollande, c'est beau, la gloriole du pouvoir, c'est sympa. Hein. L'Élysée, ça doit être bien. Les bouteilles de vin qui doivent coûter je ne sais pas combien dans les caisses, dans les caves de l'Élysée. Enfin, tous sont comme ça. Giscard aussi était un petit peu à sa manière. Donc voilà. Mais ça, c'est parce que ce sont des gens qui n'ont pas une conviction féroce. Quand on a une conviction dure, on la vit en permanence. C'est-à-dire qu'on souffre même. Moi, personnellement, j'ai une souffrance pour l'instant de ne pas pouvoir changer les choses et de voir la situation s'aggraver. C'est pas une souffrance permanente, ça ne monte pas à la tête, mais voilà. Moi, j'estime que ce que je défends, c'est pas seulement des convictions, c'est aussi on va dire, une situation d'urgence. Et le drame d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant besoin d'une Europe politique. Et on n'en a jamais été finalement aussi éloigné. Alors même qu'il y a cette Union européenne qui existe. C'était un bon propos introductif. Voilà, peut-être se recentrer un petit peu sur le fil conducteur. On avait une question, on va commencer par une question qui est quand même qu'on estime du moins fondamentale, du moins par rapport à vos opinions. Une question qui est assez simple, mais qui est du moins très large. Qu'est-ce qu'un peuple et s'il existe un peuple européen ? Alors, c'est une belle question parce que généralement on me répond il n'y a pas de nation européenne, il n'y a pas de peuple européen, sans me le démontrer. Hein. Généralement, c'est un, comment dire, j'appelle ça un postulat de principe.
Pour Oui, eux, mais ça, par je sais exemple, pas. voilà, par exemple, on en a qui estiment qu'il n'y a pas de civilisation européenne, il y a une civilisation occidentale. Zemmour estime qu'il y a une civilisation européenne, mais qu'il n'y a pas de peuple européen, qu'il n'y a pas de nation européenne. Donc voilà, on a tous Il y a beaucoup de points de vue des comme ça. paramètres différents. Bon, c'est Henri de Lesquen qui dit qu'il y a une civilisation occidentale et pas de civilisation européenne, hein, pour ne pas le nommer, avec une carte ridicule, mais pour le justifier. Mais plus simplement, oui. Alors la question, c'est que tout dépend des mots. Moi, j'aime bien reprendre le sens étymologique et originel des termes. Le mot nation, ça vient de naissance. Enfin, c'est la même racine que naissance. En termes clairs, la nation, au sens strict, c'est l'unité de ceux de même sang, de même origine, de même souche. Voilà. À partir du moment de cette définition, elle vaut pour la France. En tout cas, elle vaut pour la France pré-migratoire, c'est-à-dire la France quand elle était encore avant les flux migratoires post-coloniaux qu'elle subit. Et c'est valable aussi bien d'ailleurs pour la Bretagne, pour l'Écosse et pour l'Europe. En fait, à partir du moment où il y a cette homogénéité, c'est-à-dire effectivement que les gens, homogénéité au sens strict, hein, l'homogénéité c'est ceux de même souche, hein, à partir du moment où les Européens sont extrêmement proches entre eux, ils forment une nation puisqu'ils ont la même naissance. Et entre nation et peuple, la différence terminologique est quand même faible. Moi je pense que peuple a une racine commune avec peuplier, donc avec un arbre. L'idée de peuple, c'est l'idée que finalement c'est toutes les branches du même arbre. Donc on revient à l'idée de lignée et d'ascendance commune. Et avec, oui, les mêmes racines. Voilà. Alors, il y a un peuplement européen. S'il y a un peuplement européen, il y a un peuple européen. Après, évidemment, il y a des différences entre Européens. Des différences de langue, des différences, par exemple, de tradition culinaire, d'art de la table, effectivement, ou la façon de dire bonjour, de se serrer la main. Par exemple, en français, quand on fait le geste comme ça veut dire oui. Mais si on fait ça en grec, ça veut dire non. Et il y a des rites comme ça, chaque pays a un petit peu ses spécificités. En Russie, il y a des façons de dire bonjour. Voilà. Se serrer la main, c'est pas quelque chose de totalement universel, enfin européen au sens strict. Hein. C'est le cas en France, dans les pays latins, etc. Mais il y a toutes sortes de rites, donc il y a des différences. Mais elles existent entre un Alsacien, un Breton, un Corse et un Basque. Hein. Donc de cette manière, si on peut admettre que la France puisse avoir des identités d'Europe différentes en son sein, il n'y a pas d'obstacle à ce que ça soit vrai au niveau de l'échelle de l'Europe. C'est pas le cas de l'Afrique, c'est pas le cas de l'Asie. Pourquoi c'est pas le cas de l'Afrique ? Parce que simplement, il y a au moins un minimum 2 civilisations en Afrique et 2 peuplements. Un peuplement bantou noir et puis un peuplement, on va dire, arabo-berbère blanc, musulman. Donc c'est 2 civilisations qui sont sur le même continent. Donc l'unité de l'Afrique n'a pas de sens. On peut imaginer l'unité de l'Afrique noire, mais pas l'unité de l'Afrique. Et l'Asie, c'est pareil. L'Inde, la Chine, l'Iran, etc., le monde arabe, ce sont des civilisations différentes. Seule l'Europe porte le même peuplement et la même civilisation. Et comment concilier du coup l'Europe avec du moins ce que certains appelleraient de la diversité entre ces différentes populations donc par exemple ce qu'on appellerait les Allemands, les Français qui ont eux-mêmes en leur sein des histoires différentes avec la Bretagne, ceux qui font descendre des Wisigoths, des Burgondes et autres, avec un État unitaire. Ben d'abord, il y a un peuplement originel préhistorique commun qu'on appelle les Indo-Européens. Les Indo-Européens, C'était une très belle vidéo là-dessus. Voilà, le terme classique ancien, c'est les Ariens, voilà, et c'est l'unité de tous les Européens. Le problème du thème Indo-Européen, c'est que les nazis l'ont utilisé à leur fin pour expliquer que seuls les Germains nordiques étaient de vrais Ariens et que les Slaves, les Latins étaient des Ariens dégénérés, c'est-à-dire métissés avec des Noirs ou avec des Asiatiques. C'était ça le thème. L'idée, c'était hiérarchiser les Européens entre eux. Il y a les Européens qui sont le plus proches du peuplement originel, et puis il y a les autres qui se sont mélangés. L'Empire romain, etc. Ça allait jusqu'à la caricature d'expliquer que les vieux Romains étaient tous des Nordiques, quoi. Que César, les grandes figures de l'histoire étaient tous nordiques. Mais ils allaient même jusqu'à dire que Napoléon était nordique, alors que Napoléon c'est un petit brun. Mais ils essaient d'expliquer que non, c'était un nordique. Après il y avait les crânes, etc. Donc malheureusement le thème indo-européen a été dénaturé par le nazisme notamment, mais c'est pas parce qu'un imbécile dit une connerie et que par ailleurs il dit une chose vraie que la chose devient fausse. Voilà, ils avaient raison d'une certaine manière de défendre les thèmes indo-européens, mais ils avaient tort de l'exprimer comme ils l'ont fait. Nos ancêtres, les Indo-Européens, c'est l'équivalent pour l'Europe de nos ancêtres, les Gaulois. Alors, on sait très bien qu'on n'est pas tous descendants exacts des Gaulois au sens strict, mais on est sur une simplification. Et globalement, c'est ça. Nos langues sont apparentées, nos cultures sont apparentées, on a une origine commune. Et le thème indo-européen, ça permet de les mettre en avant. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le latin, avant qu'il y ait le grec, avant qu'il y ait les langues slaves, etc., il y avait une langue qui était la langue de nos ancêtres. Et c'était la même. À quelques exceptions près, on pourrait parler des Finlandais, etc. Mais voilà, donc il y a un peuplement européen.
Donc il y a un peuple européen, il y a une nation européenne, il y a une civilisation européenne, et finalement, dans le cas de l'Europe, tous ces termes sont équivalents. Ce n'est pas le cas partout, mais en Europe, c'est le cas. D'accord. D'ailleurs, nous ne sommes pas un vrai continent. Géographiquement, l'Europe n'est pas un continent. Oui. Comme l'Inde, c'est une péninsule. C'est une péninsule de l'Asie. Ouais. Mais on parle pourtant d'Europe. Pourquoi ? Parce que c'est son peuplement, c'est anthropologique, si on peut dire. C'est le peuplement des Européens, blancs, en fait, finalement. Je n'aime pas trop ce terme parce qu'il est vague, mais globalement, c'est l'idée générale là. C'est-à-dire que l'Europe, c'est la terre de gens qui se ressemblent, quoi. Et on n'y peut rien, c'est la nature, c'est tout ce qu'on veut, l'adaptation au climat, on peut expliquer ça par 36 000 façons. Voilà, il y a un peuplement européen, et un Chinois, il faut toujours regarder l'autre. Un Chinois, un Indien, ou un Africain, il sait pas faire la différence entre un Français et un Allemand. Hein. Même entre un Italien et un Suédois, on dit oui, regardez, entre un Italien et un Suédois, c'est extrêmement différent. Oui, mais demandez à un Chinois, il ne saura pas faire la différence. Nous, elle nous saute aux yeux peut-être parfois, statistiquement, hein, parce qu'on sait bien que les gens du Nord sont plus grands que les gens du Sud, et il y a plus de blonds, etc. Mais c'est que statistique, vous avez des bras en même pour nous d'ailleurs. En Suède, bien sûr. Ben, moi, je vais prendre un exemple assez drôle, à l'intérieur de la France. Moi, je suis plutôt on va dire, de souche occitane, si on peut dire. Moitié du Limousin, moitié de Provence. Voilà, avec un petit ancêtre allemand. Donc je suis à dominante, euro-méditerranéenne, même si j'ai les yeux clairs, le crâne de lycocéphale et les cheveux châtains. Voilà. Et à Nancy, où je suis depuis pas mal d'années, même si là je suis à Paris, je me sens petit. Je suis 1m68, et 1m68 en Lorraine, vous êtes petit. Vous allez à Limoges, plein cœur du pays occitan, et je me sentais grand. 1m68 à Limoges, c'est au-dessus de la moyenne. 1m68 à Nancy, vous êtes tout petit. Et à Paris, c'est mixte. Mais voilà, l'idée générale, c'est qu'il y a il y a bien sûr des différences à l'intérieur de la France même. La Loire, souvent, il y a beaucoup de théoriciens qui expliquaient que la Loire, c'était une frontière presque entre deux peuplements. Il y a des zones où ils sont plus celto-germaniques que latines, etc. Oui. Mais la France en elle-même est très multi-européenne, c'est-à-dire espagnole par les Pyrénées, italienne par les Alpes. Mais les frontières de la France sont artificielles. Le Val d'Aoste en Italie, ça parle français. L'Alsace, elle parle allemand. On pourrait très bien imaginer. Oui, on peut mettre un peu des zones tampons, voilà, comme avec l'Allemagne. C'est des frontières floues. C'est des frontières floues. La Catalogne, il y a des Catalans et des Basques. Et la Rhénanie, par exemple. Les Catalans et les Basques des deux côtés. Ouais. Les Bretons viennent d'Angleterre au départ au VIe siècle, ils sont proches génétiquement, y compris des Gallois. Il y a des Flamands, donc l'île, tout ça, c'est des Flamands comme il y en a en Belgique, et des Néerlandais, finalement, parce que c'est du néerlandais derrière, donc c'est flou. Pourquoi la frontière elle est à tel ou tel endroit ? Parce qu'il y a eu accord mariage machin entre bidule et machin, parce qu'il y a eu une victoire, une défaite. Pourquoi la Savoie et Nice sont français ? Parce qu'en 1860, Napoléon III a réussi à récupérer des territoires qui avaient d'ailleurs été français sous la Révolution française et sous Napoléon Ier. Donc voilà. Alors, j'aime bien l'argument de, par exemple, moi je suis très favorable à l'indépendance des dom-toms. Pourquoi j'en parle ? Parce que quand on définit l'Europe, il y a ce qu'est l'Europe. Et puis, ce qui est ce que j'appelle l'An-Europe, la non-Europe. Bon. Ouais. Alors, le cas le plus caricatural, c'est Mayotte. Mayotte, c'est le sommet de l'iceberg. Pourquoi Mayotte ? Simplement, il suffit d'aller regarder dans Wikipédia, souvent en version en anglais, la démographie de Mayotte. L'article, c'est Demographics of Mayotte. Bon. Et on regarde le taux de natalité. Je crois que c'est 5 enfants par femme. Alors, à peu près, en France, si on ne prend pas l'immigration extra-européenne en compte, on doit être à 1,5, 1,6. Ouais, même en regardant en Basse-Corse, on est à 1,3. Voilà. Donc, presque 4,5 enfants par femme. Voilà. C'est considérable. Ensuite, la population. À qui a-t-on affaire ? La population bantoue, de langue swahili, musulmane, à 99, quelques pourcents. Les seuls qui ne sont pas musulmans, c'est les fonctionnaires français qui sont là-bas. Qui sont bien payés. Qui votent beaucoup Marine Le Pen d'ailleurs, aux dernières européennes. Les Maoris votent Marine Le Pen. C'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est même pas 1%. Oui, pas les fonctionnaires. Oui. Alors pourquoi ça pourrait expliquer d'ailleurs dans les dom-toms, on parle de l'allocation Braguette. Donc, l'allocation Braguette, c'est les allocations familiales. C'est vachement bien quand vous êtes maoré, vous êtes comorien, parce que ça fait partie des îles des Comores. Et les Comores, c'est des pays très pauvres. Et vous avez 1 milliard d'euros de nos impôts qui, tous les ans, arrivent pour financer les hôpitaux, pour que finalement les mecs des îles à côté accouchent leurs femmes, etc. Mais en même temps, vous n'avez même pas pensé. C'est-à-dire qu'on dénonce l'immigration à Mayotte. Mais l'immigration à Mayotte, c'est des gens de même peuple que ceux qui habitent Mayotte. Même religion, même langue, même culture, tout. C'est juste qu'ils sont sur la partie des Comores qui avaient voté pour l'indépendance. Une décision de papier, en fait. Oui, ce qui est terrible, on n'a même pas respecté le droit international. La France est condamnée par l'ONU sur l'affaire de Mayotte. Pourquoi ?
lorsqu'on organise un référendum sur une région, on prend en compte l'ensemble du territoire. On ne dit pas « Ah ben oui, mais là, cette île-là, elle a voté contre l'indépendance majoritairement. » Non, on prend en global. Dans ce cas-là, on pourrait dire que Ségolène Royal a été présidente de tous les départements qui ont voté majoritairement pour elle. Quand c'était face à Sarkozy. Oui, parce que si on part du principe qu'il faut... Donc, c'est illégal, c'est scandaleux. Et pourquoi se rattacher à ce territoire qui nous coûte la peau des fesses pour rien ? Parce que finalement, on ne voit pas l'intérêt. Alors, je ne sais pas si c'est des rêves de puissance coloniale, des nostalgies coloniales. Oui, et puis il y a la ZEE aussi. Voilà, on se dit qu'il y aura peut-être des richesses, mais c'est extraordinaire. On peut parler des richesses de la Guadeloupe et de la Martinique, et un bilan financier, c'est une ruine. Il faut expliquer où est la richesse. Parce qu'encore, on exploiterait du pétrole massivement, je ne sais pas quoi. Mais même pas. En bilan financier, c'est une ruine. Ce n'est pas les bananes qui nous enrichissent. Donc, c'est absurde. Je pense qu'il y a une obsession diversitaire de nos élites. Il faut absolument montrer que la France est universelle, qu'on peut être jaune, on peut être noir, on peut être ce qu'on veut, on peut être français sans souci. Voilà. Alors que c'est du colonialisme. Quelle est la différence entre garder l'Algérie et garder Mayotte ? C'est pareil. Donc Mayotte, et en plus c'est des Africains musulmans, il n'y a même pas 30% de francophones à Mayotte. Il n'y a pas 30% de francophones. Et attention, francophone, ça ne veut pas dire qu'ils parlent le français parisien. Hein. Ça veut dire un français tribal, mélangé avec des mots du vocabulaire local. Hein. Vous allez au Mali, ils sont francophones. Comme moi, je parle russe, quoi. Remarquez, je parle mieux russe à mon avis qu'eux, ils parlent français. J'ai fait du russe. Mais, voilà. La francophonie, c'est un mythe. Oui. J'imagine Asselineau. Oui, la francophonie, c'est la force de la France, l'avenir de la France. Il y aura 1 milliard d'Africains francophones en 2040. Bah oui, mais qu'il aille à Boulevard de Strasbourg voir ce que c'est que la francophonie, rien que déjà chez nous. Puis après, il ira parler de la francophonie au Mali, au Niger et ailleurs. Hein. Puis le Mali, c'est un magnifique exemple aussi. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas à Mayotte, comme ils sont musulmans, je n'ai pas la donnée, mais par exemple, le Mali, Asselineau, on lui fait sa fête. Alors, allons-y. Le procès. Voilà, le procès est assez facile à faire. Il m'a dit à moi, sur Twitter, il y a 2013, qu'on était plus proche des Maliens que des Lettons. Ouais. Alors, prenons l'exemple du Mali, c'est assez pas mal pour voir la différence avec les Lettons. Donc la Lettonie, ce sont des blancs européens, pagano-chrétiens, qui ont les mêmes partis politiques que nous, à peu près les mêmes lois, des institutions proches, etc. etc. Voilà. Très peu de différence entre les Lettons, à part la langue, qui est une belle langue indo-européenne traditionnelle. Bon, voilà. Le Mali. Alors le Mali, donc ils sont tous musulmans, ils sont tous africains noirs. Bon, c'est pas leur défaut, c'est peut-être même leur fierté, parce que j'ai aucun souci à considérer l'autre comme respectable tel qu'il est. Ouais. Moi, je pense que le vrai racisme, c'est de voir changer les gens. C'est de voir dire, oui, vous êtes africain, il faut devenir européen, entre guillemets. Il faut prendre nos valeurs, etc. C'est ça le racisme. Les valeurs africaines ne sont pas les nôtres, elles sont différentes, mais on n'a pas en soi à les dénigrer. Ils sont comme ils sont, et c'est pas un problème. Mais, voilà, ils ne sont pas comme nous. L'excision est pratiquée massivement. Est-ce qu'on est plus proche d'un pays qui pratique l'excision des femmes que d'un pays européen pagano-chrétien ? Est-ce qu'on est plus proche d'un pays qui fait, comme nous, à peu près moins de 2 enfants par femme, ou d'un pays qui en fait 7 en climat semi-désertique ? Est-ce qu'on est concerné par la querelle de l'Azawad, le fait que les Berbères, les Touaregs du nord du Mali n'aient pas envie de vivre avec les Noirs du sud du Mali, parce que c'est ça au départ, hein. Ils sont tous musulmans, mais ils ne sont pas ethniquement pareils. Ouais. Donc, d'une certaine manière, si on avait été intelligent dans l'affaire du Mali, on aurait dû reconnaître l'Azawad, donc le fameux État touareg indépendant, tout de suite. Sauf qu'on a la France-Afrique. Ouais. Comme on influence les politiques africaines depuis l'indépendance, c'est-à-dire qu'au lieu de leur donner une vraie indépendance, on décide plus ou moins qui a le droit d'être le Premier ministre là, à tel endroit, à tel endroit. France-Afrique, alors Bokassa, il est bien, puis lui, il est pas bien, non, lui, on veut pas, lui, il est retourné contre sa veste contre la France. À une époque, il y avait, je sais plus, des mercenaires français, Bob Denard et compagnie, qui allaient faire un petit coup d'État local pour mettre un peu des intérêts français dans l'affaire. Alors, ça, c'est une bonne guerre, les Américains sont des grands spécialistes du fauné. Là, hier, j'ai reçu dans mon émission sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Européens, j'ai reçu un franco-espagnol identitaire qui connaît très bien le sujet. Il m'a rappelé un truc, on m'a même appris un truc amusant, c'est que, par exemple, les États-Unis, lorsqu'ils ont voulu virer les Espagnols de Cuba, puisque Cuba a été une des rares colonies espagnoles qui avait survécu à la grande période de l'indépendance des années 1820, donc en 1898, ils ont prétendu qu'il y avait un bateau américain qui avait été attaqué par l'Espagne. Donc ça, c'était pas vrai, et ça a permis de justifier une guerre, et donc de virer les Espagnols de Cuba et des Philippines. Derrière ça, ils ont installé la fameuse base de Guantanamo. C'était à cette époque-là que la base de Guantanamo, donc un petit territoire cubain, était détaché de Cuba pour être sous pavillon américain, et il l'est toujours.
Et voilà, après ils n'ont pas annexé Cuba, mais c'est la fameuse doctrine Monroe des Américains. Dans la sphère américaine, on ne veut pas voir les puissances européennes. On ne veut pas voir les Français, on ne veut pas voir les Anglais, on ne veut pas voir les Espagnols, les Portugais. C'est nous, les États-Unis, qui contrôlons l'ensemble du continent. Et ce qu'ils ont fait par des coups d'État en Amérique du Sud, réguliers et constants. Voilà, ils ont leur sphère de compétences. Nous, la France, on a le droit de faire des coups d'État en Afrique, l'Afrique francophone. Les Américains en Amérique. Et les Russes, ils font comme ils peuvent. Hein. Généralement, ils ont des alliés, Syrie, Iran, etc. Donc on s'éloigne, mais forcément, tout est un petit peu lié parce que c'est des mécaniques globalistes maintenant, aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, et j'ai perdu la question de départ qui était de dire si on avait dit. On définissait le peuple européen. Voilà, vous avez vu que j'ai défini aussi par contraste. Oui. Voilà. Et ça se définit aussi négativement. Voilà, bien sûr. Alors, le problème de l'Europe aujourd'hui, on le voit en ces derniers jours, là, puisqu'il y a beaucoup de cérémonies mémorielles en ce moment sur donc les crimes commis par les nazis, notamment contre le peuple juif. Et l'Europe a trop tendance aujourd'hui à se définir négativement dans le sens où, finalement. Il y a si vous demandez à un euromondialiste comment il définit l'Europe, il ne va absolument pas parler de peuplement, il ne va absolument pas parler de civilisation, tout ça, il va parler de valeurs. Oui. Mais c'est comme ça que universelles. Se définit l'Union européenne. Voilà, sur des valeurs universelles, c'est-à-dire sur des valeurs de négation même de l'Europe. S'il y a des valeurs universelles, c'est que ce ne sont pas les valeurs européennes. Oui. C'est-à-dire qu'un Européen qui ne serait pas d'accord avec ces valeurs serait moins européen qu'un Japonais qui serait d'accord avec. Donc on est sur, on pourrait appeler ça un contrat. On signe un contrat avec l'Europe, l'Union européenne. Par conséquent, oui. Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce que l'Europe ? D'abord, c'est un espace donc, géographique et anthropologique qui va de l'Islande à la Russie. Pour simplifier, la frontière de l'Oural, c'est une convention géographique d'un géographe russe du XVIIIe siècle. C'est très discutable. Parce que c'est ce qu'on apprend à l'école globalement. Pour apprendre aux enfants, on leur apprend des choses simples. Donc, le Caucase, la Méditerranée, l'Oural, voilà. Sauf qu'effectivement, la vraie frontière, c'est la frontière anthropologique. Il y a des Russes ethniques européens de l'autre côté de l'Oural. Ils sont même majoritaires en Sibérie. Vladivostok, il y a 99% de Russes. On ne va pas dire que c'est pas européen. Surtout qu'il y a une continuité géographique, parce que l'Australie et les États-Unis, ce sont des gens qui sont partis d'Europe, mais on peut dire qu'il y a quand même un espace géographique séparateur assez net. Pour l'Australie, je ne sais plus combien il faut d'heures d'avion, et même aux États-Unis. Mais entre le Russe qui est à l'ouest de l'Oural et le Russe qui est à l'est de l'Oural, c'est quoi la différence ? Je ne sais rien. Hein. La différence, c'est qu'il y en a un qui est héritier de gens qui habitaient en Europe avant 1588, et à ceux qui sont arrivés. 1588, c'est la date à partir de laquelle Ivan IV le Terrible et les tsars ont commencé à envahir l'espace au-delà de l'Oural. D'accord. Ouais. Ils ont commencé la conquête de la Sibérie. Hein. Et ils ont mis il y a plein de colons russes, européens, des Allemands qui sont allés au-delà de l'Oural pour s'installer et pour peupler les nouvelles villes que la Russie a pu créer là-bas. Donc voilà, c'est un espace géographique, mais flou. L'Arménie, par exemple, ou Chypre sont parfois qualifiés géographiquement asiatiques, sauf que s'ils sont sur le plan de la civilisation, du peuplement, etc., ce sont des Européens. Donc, le Caucase Sud, est-ce que le Caucase Sud est européen ou pas ? C'est une question de convention. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Méditerranée, c'est une vraie frontière. Ouais. Vous voulez que ça s'arrête à l'Azerbaïdjan, c'est ça ? Pourquoi l'Azerbaïdjan a été exclu de la Grande Europe et pas l'Arménie ? Parce que l'Arménie est indo-européenne, pagano-chrétienne, culturellement proche de nous. Alors que l'Azerbaïdjan est turc et musulman chiite dans le cas présent. Et puis il y a une autre raison qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a les sphères d'influence des autres. Si on estime que nous on a notre sphère d'influence, c'est normal que les Iraniens, je ne parle pas du régime actuel, mais le peuple iranien dépasse les frontières de l'Iran. Il dépasse par le Kurdistan, puisque les Kurdes ce sont des Iraniens, que les Azéris sont turcs de langue, mais ce sont originellement des peuples proches des Iraniens aussi, et que l'Iran, ça prend en compte aussi l'ouest du Pakistan, ça prend en compte l'Afghanistan, le Tadjikistan. Le vrai Iran, il dépasse l'Iran actuel. Voilà, c'est l'ancien empire des Perses. Beaucoup plus grand. Donc voilà, l'Arménie est européenne, mais l'Azerbaïdjan ne l'est pas. Le Chypre Nord, actuellement occupé par la Turquie, n'est pas européenne, mais lorsque l'armée turque aura pris une branlée et que ça sera redevenu européen, il n'y aura plus de questions. Et qu'est-ce que vous pensez de la définition de l'Europe de Paul Valéry, qui dit « J'appelle Europe toute terre qui a été romanisée, christianisée et qui a subi la discipline des Grecs ». Je ne suis pas contre cette définition, je trouve qu'elle est certainement réductrice, mais c'est le jeu des citations. C'est une somme d'héritage, l'Europe, c'est vrai.
Donc je dis, il y a un peuplement commun, donc ça c'est la base, c'est la racine, la souche commune. Et sur cette souche, il y a différentes influences qui sont venues les unes sur les autres, comme des couches d'un sandwich se mettre dessus. Bien sûr, donc il y a ce que je disais, les Indo-Européens, qui sont la première couche, la couche de base, fondamentale, qui nous irrigue tant sur le plan de la mythologie, de la religion, enfin de la langue, de la culture, de la vision du monde. Ensuite, il y a le miracle grec. Donc au sein de ces Indo-Européens, il y a le miracle de la Grèce classique, qui, à partir des Mycéniens, jusqu'à la chute de l'Empire romain. Donc ce miracle grec, c'est qu'à l'intérieur de cette civilisation indo-européenne, les Grecs, dans un contexte très favorable, vont développer la science, la philosophie, la technologie, ils vont surpasser les autres, ils vont protéger l'Europe de l'Empire perse et donc de l'Asie qui pouvait déferler sur l'Europe. Ensuite Rome, bien sûr, Rome c'est évidemment une construction européenne. Alors évidemment le problème de Rome, ce qui a perdu l'Empire romain, c'est qu'ils ont récupéré évidemment les ruines des États hellénistiques d'Orient, et ils ont récupéré, à cause de Carthage, l'Afrique du Nord, l'Égypte, etc. Donc ils se sont retrouvés à occuper un espace d'autres civilisations. Et ça a fini par bouffer les Romains, parce que les Romains ont commencé finalement à être envahis, y compris à Rome même, par les Égyptiens, les Syriens et autres. Oui, on cite parfois aussi l'édit de Caracalla de 1212 qui donne la citoyenneté à... Alors tous les hommes libres, il faut être précis, pas les esclaves. C'est vrai. Alors c'est très important parce qu'il y a deux dates clés. Ça, c'est un sujet important parce que les gens le connaissent mal, c'est la question de la nationalité. C'est un vrai élément de programme du Parti des Européens, donc je vais en parler quand même, même si vous ne pouvez pas poser de questions dessus. C'est important. Vous avez deux dates. Vous avez 451 avant Jésus-Christ et 212 après Jésus-Christ. Et ces deux dates s'opposent. En 451 avant Jésus-Christ, Périclès, qui est la tête de l'Athènes, instaure le droit du sang intégral. Pour être citoyen athénien, il faut être de 2 parents citoyens mariés sur la loi de la cité. Caracalla, c'est le droit du sol, au sens c'est même pas le droit du sol au niveau de la naissance. C'est même pas, il faut être né sur le sol romain. C'est toute personne présente en tant que statut d'homme libre sur l'espace romain devient citoyen. C'est une naturalisation massive qui vraiment casse la romanité. Ce que vous aviez évoqué dans une vidéo avec les Germains qui étaient poursuivis un moment par les Huns et qui passaient le Limès. Oui. Justement, Rome avait des difficultés. Alors ceux-là n'ont pas bénéficié de la loi de Caracalla, parce que la loi de Caracalla, c'est une loi ponctuelle, c'est pas permanent. Ceux qui sont arrivés après ne bénéficiaient pas de la citoyenneté. Alors le paradoxe, c'est que les Germains... Parce que c'est une vidéo dans laquelle vous traitiez de la chute de Rome. Mais je vous disais que les Germains ne voulaient pas détruire l'Empire romain. Les Germains n'ont pas été assimilés entre guillemets, acceptés par l'Empire romain. Un Germain ne pouvait pas devenir empereur romain, par exemple, alors qu'un Syrien pouvait. Alors que les Germains étaient très proches des vrais Romains. Oui, un véritable paradoxe. Voilà, et le paradoxe explique, mais par exemple, effectivement, le fait d'être blond à la fin de l'Empire romain n'était pas forcément quelque chose de bien vu. Alors pourtant que dans la Rome classique, le fait d'être blond, il n'y en avait pas beaucoup quand même, mais Flavius, ça veut dire blond. Et tous ceux qui se prénommaient Flavius, normalement, étaient supposés être blonds à Rome. Donc il y avait quand même un certain nombre. Et donc voilà, la romanité finissant. En fait, Tacite, le grand historien Tacite au IIe siècle avait expliqué que les Germains étaient proches des vieux Romains, des Romains non décadents de la République. Donc il avait bien conscience que les Celtes et les Germains n'étaient pas arrivés au même niveau de développement que les Romains, mais qu'ils étaient partis du même niveau de départ. Effectivement, il y a la phrase du poète Horace qui dit que, que la Rome vit sous la loi des Grecs. C'est en fait, la Rome a conquis la Grèce et la Grèce a vaincu son vainqueur. La phrase exacte, le latin, j'ai échappé. Mais je crois que c'est la Rome qui a été vaincue par son vainqueur. C'est la Grèce qui a civilisé Rome, et c'est Rome qui a commencé à civiliser les Celtes, les Germains, et éventuellement ils auraient été jusqu'à civiliser les Slaves. Par contre, ils pouvaient civiliser des Européens comme eux, mais face à des vieilles civilisations comme l'Égypte ou la Mésopotamie, ils n'avaient aucun moyen de... Après, il faut aussi noter le mode de colonisation de l'Empire romain qui est un peu différent de celui que nous, on a mis en place au XIXe siècle, qui est celui de on ne peut pas coloniser correctement si on n'envoie pas nous-mêmes des gens colonisés, donc il fallait que ce soit ethniquement des Romains. Ils ne faisaient pas coloniser à l'anglo-saxonne, et ce n'étaient pas des Romains qui s'installaient en Afrique du Nord, ils massacraient tout le monde, et puis voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Ils avaient besoin de civiliser les barbares, entre guillemets, donc ils créaient des implantations. Mais l'implantation ne devait pas être majoritaire. Mais concrètement, généralement ce qui se passait, c'était des vétérans des légions. La Légion 1 Italica, donc des gens de bonne souche italique, ont été installés en Afrique du Nord. Notamment une ville qui s'appelle Timgad aujourd'hui. Et c'était en fait la ville d'implantation, une ville qui a poussé à partir de zéro. Et c'était que des colons italiques, donc des colons italiens, des vétérans. Donc ils se sont installés, l'empereur leur a donné des terres, a dit maintenant vous devenez paysans, etc. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas la retraite. À 40 ans,
voire un peu avant 40 ans, le légionnaire romain était viré, entre guillemets, et on lui donnait donc une terre, et il devenait agriculteur jusqu'à plus ou moins sa fin de sa vie. Généralement, ils avaient une bonne solde, et donc ils s'en sortaient quand même bien. Et il y a des villes comme ça qui ont poussé en Afrique du Nord, grâce à des vétérans italiques qui ont complètement disparu aujourd'hui. Donc soit ils se sont mêlés à la population actuelle, soit ils sont partis en Italie à la fin de l'Empire romain. Même d'ailleurs, c'est comme ça qu'on voulait à la base coloniser l'Algérie quand on était sous la monarchie juive. Absolument. Ce qui a complètement foiré. C'était une erreur, à mon avis, comme les Portugais ont fait en Angola et en Mozambique. Je pense aussi. Parce qu'il ne faut surtout pas se mêler aux populations indigènes. Non, je pense pas non plus. Et parce que ça fait du métissage, après derrière, ça crée. Je veux dire, la colonisation par principe n'est pas tellement légitime, d'ailleurs. En soi, c'est pas normal d'aller Oui, voilà, on peut discuter un droit. Est-ce qu'il y a un droit à coloniser? Est-ce qu'il y a un droit à conquérir? Moi, je parle d'un principe, c'est qu'il y a un droit à légitimer une conquête finalisée. En termes clairs, on ne va pas revenir sur la colonisation de l'Amérique ou de l'Australie. Même si ça s'est fait au détriment des populations indigènes, souvent massacrées ou maltraitées. C'est d'ailleurs très souvent, je veux dire démographiquement, c'est plus une question de pourcentage pour ces gens-là, parce que par exemple, les Indo-Américains, enfin les Amérindiens, oui. Les Amérindiens, voilà, aujourd'hui sont 3 fois plus que ce qu'ils étaient quand, sauf on était au sauf qu'ils XVIIe font siècle. 1%. Voilà. C'est une question de pourcentage. Mais ils sont quand même plus maîtres chez eux, et ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas. Oui, bien sûr. Voilà. Ils ont des casinos, d'accord, ça marche bien, ils ont des beaux casinos qui gagnent bien d'argent, mais leurs traditions sont quand même complètement piétinées. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc, mais bon, c'était inévitable. La conquête de l'Amérique venait de l'expansion démographique européenne, et en plus d'une domination technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens sont colonisés par des populations pauvres et moins civilisées que les populations européennes, alors que l'Amérique, c'était le contraire. Hein. On avait une domination technologique, scientifique et autres. On avait tout pour ça. Donc c'était irrésistible. Mais la France a fait beaucoup de conneries parce que la France, avec Malthus, n'a jamais eu une bonne démographie. On était le premier pays d'Europe en nombre d'habitants. On était la Chine de l'Europe. Et nous, on a multiplié par 2,5 notre population, quand l'Angleterre a multiplié par 9 ou 10 en un siècle et demi la population. Ils ont envoyé énormément. Les Allemands, pareil. Ils ont énormément de colons en Amérique et ailleurs. Et nous, on a envoyé 1 million de bonhommes, et encore 1 million de bonhommes, il faut s'entendre. Il y avait 1 million de citoyens français sur 9 millions en Algérie en 54. Hein. Et dans les 1 million, il y a 300 000 juifs pieds noirs, des Espagnols qui s'étaient implantés, etc. Hein. Pourquoi on s'était implanté? D'abord, c'est comme en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, en Algérie, on envoyait les bagnards. Hein, les mecs de la commune qui ont été condamnés en 1871, on les envoyait en Algérie ou en Afrique du Nord. Oui, en Afrique du Nord ou en Nouvelle-Calédonie. Bon. Ça servait à beaucoup de choses, donc ils ont implanté les choses. Après, la question, c'est que faire des populations indigènes? Une France démographiquement forte aurait fait comme les Anglais ont fait en Australie ou aux États-Unis. Ils auraient remplacé, colonisé, implanté, et voilà. Ils n'avaient pas cette démographie-là. Et puis la France a eu un traumatisme psychologique, c'est la défaite de la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle, où on a perdu toutes ses colonies. C'est-à-dire qu'on a gardé que les dom-toms, des Antilles, mais on a perdu le Québec, on a perdu l'Inde qu'on avait commencé à coloniser. Voilà, la France a tout perdu d'un coup. Et donc il fallait recréer un empire colonial. Et l'Algérie, les Français sont venus en Algérie en 1829 pour écraser les barbaresques qui kidnappaient des Blancs pour les vendre sur les marchés de l'Afrique du Nord ou voire de la péninsule arabique. Et donc, en plus, c'était une colonie turque, hein, puisque l'Algérie, on dit l'Algérie, Seymour a tendance à dire c'est la France qui a créé l'Algérie. C'est pas vrai, c'est l'Empire ottoman qui a créé l'Algérie. C'était une colonie ottomane. Il y avait une baie d'Alger, il y avait une baie de Tunis, je crois qu'il y avait une baie de Constantine, enfin voilà. C'était surtout le nord de l'Algérie qui existait. Il n'y avait que le Maroc qui n'était pas ottoman. Le Maroc était le seul territoire. Le Maroc, c'est une vraie nation. C'est parce qu'il y avait. C'est un royaume chérifien, c'est tout. C'est pas forcément une nation, mais c'était un royaume chérifien. Il y avait un royaume identifié. Et donc, les Ottomans n'avaient pas conquis le royaume chérifien. C'était le seul territoire de l'Afrique du Nord. Ils avaient l'Égypte, ils avaient la Libye, ils avaient l'Algérie et la Tunisie, mais ils n'avaient pas. Alors, vas-y, tiens, fais les questions que tu veux. Bon, on avait d'autres questions, toujours sur la même thématique de l'Europe, toujours dans la même ligne. Pourquoi l'Europe est-elle née il y a 33 000 ans? Ou 30 000 ans, ça c'est Dominique Vénère qui, dans Histoire et tradition des Européens, date l'origine de l'Europe de 30 000 ans. Mais c'est une date totalement, pas dire fictive ou théorique. Arbitraire. On aurait pu mettre 300 000. Je veux dire, oui, c'est pour donner un ordre de grandeur. Oui. En fait, on va dire que, je dirais presque de manière provocatrice, que l'Europe est européenne depuis l'existence de Homo sapiens europaeus, c'est-à-dire en fait tout simplement depuis la présence du Cro-Magnon. Donc 30 000 ans, c'est à peu près l'idée de Cro-Magnon. Voilà, l'homme de Cro-Magnon, par rapport à Néandertal, c'est plus ou moins l'ancêtre des Européens. D'accord.
Donc voilà pourquoi 30 000 ans, mais c'est 30 000 ans, c'est 15 000 ans, c'est 10 000 ans, peu importe. C'est une continuité depuis des millénaires. Alors peut-être une autre question, on change un peu de thématique. On va peut-être plus parler de vous sur ce moment-là. Donc, êtes-vous de gauche ou de droite? Ah bah déjà, tout le monde va vous dire peut-être la même chose maintenant. Enfin, toutes les figures un petit peu dissidentes vont vous dire un peu la même chose. Bon, au départ, historiquement, ça se limite au veto royal. Est-ce que je suis pour le veto royal ou contre le veto royal? Si je suis pour le veto royal, je suis de droite. Si je suis contre le veto royal, je suis de gauche. Bon. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'une question de clivage du moment. Voilà. Bon, mais maintenant, c'est rentré dans les usages. Alors, à un moment donné, on pense que le socialisme est de gauche, que le libéralisme est de droite. Ça se discute. Ça va pas de soi. C'est pas si évident que ça. Le socialisme lui-même, d'ailleurs, vient du libéralisme. On oublie souvent, c'est que le socialisme est une scission du libéralisme. Il n'y a que le libéralisme. Et ensuite, il y a la question du marxisme. Le socialisme n'est pas le marxisme, par exemple. Le marxisme est socialiste, mais l'inverse n'est pas vrai. Moi, je pense que j'aurais été classé à gauche au XIXe siècle, voire à l'extrême gauche. Mais même Marx piochait quelques trucs chez nos orléanistes et légitimistes. Absolument. Mais de toute façon, si on lit Karl Marx, il était antisémite, il était raciste, il était tout ce qu'on a associé à l'extrême droite. Bon. Donc voilà. Oui, après, Proudhon aussi. Mais tous, tous en fait. C'est-à-dire, même Victor Hugo, il explique qu'il faut globalement peupler le monde de blancs. Il dit les Européens ont vocation. Le premier socialiste, Saint-Simon, le comte de Saint-Simon, 1814, dit peupler le monde de la race européenne, la meilleure des races. Et c'est le premier socialiste qui dit ça. Mais ce sera dit jusqu'à Léon Blum d'ailleurs. Oui, mais après il y a la question de hiérarchisation. Lui, il hiérarchise pas, il dit il faut pas les dominer, il faut remplacer. Hein. Concrètement, on met des Européens partout. Même Hugo disait. Sur l'Afrique, il disait globalement que l'Afrique avait plus été à conquérir, quoi. Il y avait plus que l'Europe devait déferler sur l'Afrique, un peu comme l'Afrique déferle sur nous, quoi. Voilà, je veux dire. C'est un peuple de lumière vient rendre service. Mais c'était même pas, non, mais il y avait même pas le volonté de dominer, hein. Même chez Victor Hugo. Hein, quand on pense à la Révolution française ou à l'universalisme des Lumières, on pense les Lumières, c'est pour le monde entier. Généraux, oui. Voltaire était polygynéiste, il considérait qu'il y avait autant de différence entre un Européen et un Africain qu'entre une huître et un singe. C'est ce qu'il dit, hein. C'est pas moi, hein, c'est Voltaire dans l'essai sur les mœurs des nations. Il n'y a qu'à s'y plonger. En plus, il était un antisémite fanatique, anti-chrétien et tout ça. Bon, ok, si les Lumières, la civilisation des Lumières, c'est vrai, c'est Rousseau, qui était très utopique, mais qui a abandonné tous ses enfants à l'équivalent de la DAS, hein. Rousseau, c'est ça quand même, c'est le mec, tous ses gosses, il les a fait adopter. Bon, c'est peut-être pas le modèle qu'on souhaite forcément mettre en avant. Montesquieu et les autres, voilà. Les Lumières étaient très racialistes, hein, on va dire. D'ailleurs, les idées de race et tout ça, Linné, je sais pas, moi, Kant était complètement polygéniste aussi. Hegel, si on avait dit à Kant, Hegel, etc., que Nietzsche et les autres, que l'Europe aurait aujourd'hui 15, 20, 30, 50 millions de personnes qui viennent d'Afrique et d'Asie. Moi j'avais fait une provocation d'une vidéo, j'avais dit, c'était chez Conversano, j'avais dit si le général de Gaulle demain matin là, il apparaît au plein milieu de la ville de Saint-Denis, il se poserait la question de savoir s'il a choisi le bon camp en 40. Il y a peut-être un truc qui ne va pas, quoi. Je provoque, mais n'importe quel Européen qui est mort, je vais dire n'importe quoi, mais tout Européen qui est mort en 1960 et qui par la magie de je ne sais pas quelle arriverait maintenant, deviendrait fou. C'est-à-dire, il verrait le Rassemblement National, il dirait le Rassemblement National, c'est extrême gauche, quoi. Il dirait qu'est-ce que c'est que ça? Marine Le Pen a encore fait un exploit aujourd'hui. Elle a dit quoi? Je me tiens toujours au courant en permanence, hein, par les réseaux sociaux, par la presse, etc. Elle a dit oui, qu'il fallait pas montrer du doigt nos compatriotes d'origine chinoise dans l'affaire du fameux virus là, coronavirus. Voilà, le coronavirus, c'est le virus Chirac, hein, c'est bien connu. C'est un virus bière. Il était un grand amateur de Corona. Donc tout s'explique. Il y a beaucoup de mèmes là-dessus. Voilà. C'est bizarre d'ailleurs que ce soit un virus qui vient de Chine et pas du Mexique. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, malheureusement, le coronavirus tue quand même. Il tue 2% des gens qui l'attrapent. Donc je ne sais pas si la grippe classique tue pas autant. Mais voilà, il y a un taux de mortalité de 2%. C'est comparable, ouais. Voilà, donc il ne faut pas non plus être fou, mais c'est bien quand même d'éviter de tomber malade. C'est pas un but d'attraper des maladies tropicales. Voilà, écoutez, moi j'y peux rien s'il y a des gens qui mangent des chauves-souris. Hein. Bon, personnellement, ça ne viendrait pas à l'esprit. J'ai vu une image, j'en parle comme ça, parce que ça circule en ce moment. La soupe aux chauves-souris. Non, pire.
Bon, un truc, j'ai vu ça, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Ben, vous avez un Chinois comme ça qui a une sauce. Donc, les souris. Les souris, voilà. Vivantes. Oui, vivantes. C'est des espèces de petits... Je pense qu'ils sont plus ou moins endormis, je sais pas comment. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est monstrueux, quoi, on voit ça. Ça, question de civilisation aussi. Question d'hygiène. On s'éloigne peut-être de l'idée générale, mais ouais, il y a cette idée de quotient intellectuel, quotient émotionnel, il y a tous ces concepts-là derrière, et les Européens ont leurs valeurs, leurs caractéristiques. Donc des valeurs universelles, ça n'existe pas. Voilà. Oui, c'est ça le tableau de verre. Il n'y a pas de valeurs universelles. L'Europe, c'est vraiment un peu plus long. Donc j'ai dit les Indo-Européens, la Grèce, Rome, mais aussi l'héritage nordique. Alors, nordique, c'est Celtes, les Germains. En navigation, par exemple, l'apport des Vikings a été considérable. Non, la navigation européenne, on n'aurait jamais pu avoir des caravelles et des bateaux capables de traverser l'Atlantique avec Christophe Colomb si les Vikings n'avaient pas été eux-mêmes capables de créer des coques spéciales. Voilà. En matière de navigation, les Vikings ont énormément apporté. Les Celtes ont apporté énormément de choses. Il suffit de penser au savon. Le savon, c'est les Celtes. C'est les Gaulois qui ont inventé le savon. Ils ont inventé le savon, la barque, le tonneau. Bon, le problème des peuples du Nord, c'est que c'était l'utilisation du bois. Et évidemment, le bois, il s'érode, il se détruit beaucoup plus vite que la pierre. Donc, on a tendance, à cause du modèle gréco-romain, à survaloriser les structures de pierre, qui sont d'ailleurs magnifiques, que ce soit les temples ou les cathédrales, et on oublie, par exemple, que les cathédrales de Scandinave sont en bois. Et ça sont magnifiques. Donc je veux dire, concrètement, la situation du bois, c'est le nord de l'Europe, la situation de la pierre, c'est le sud de l'Europe, mais les deux sont complètement complémentaires. Quoi. C'est totalement complémentaire. Simplement, ça fera plus l'esprit d'avoir des structures en pierre que des structures en bois. Voilà. Mais même les Slaves, ils avaient certainement des choses comme ça. Bon, c'est comme ça. Et donc il y a cet héritage nordique. Ensuite, il y a la Renaissance. Alors, j'ai oublié un héritage intermédiaire qui est donc le christianisme, qui mériterait presque une question en tant que telle. Parce que si vous avez vu un peu mes thèses et les thématiques qui me sont chères, vous avez vu que la question de la religion m'intéressait et pas forcément que le christianisme. Et donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, vous avez le christianisme médiéval, vous avez la Renaissance, vous avez les Lumières, vous avez le romantisme du XIXe siècle. Voilà, vous avez les mêmes phénomènes politiques. Vous avez eu le communisme partout, vous avez eu le fascisme partout. Vous avez l'époque des nationalistes, l'époque du libéralisme, l'époque du socialisme, de l'industrialisation. Et tout ça, c'est l'Europe. Un même peuple qui a connu des expériences communes, partagées avec des phénomènes civilisationnels qui ont toujours parcouru le continent. Je veux dire, aujourd'hui, un Européen, c'est l'héritier de Dante, c'est l'héritier de Shakespeare, c'est l'héritier de Pouchkine, c'est l'héritier de Hölderlin, toutes sortes de poètes. Et en plus, de toute façon, on a accès à la traduction. Je veux dire, Shakespeare était anglais. Ok, il est écrit en anglais, mais on a des traductions de Shakespeare en français qui sont très bien. On a accès à Shakespeare, on n'a pas besoin de parler anglais pour avoir. Et donc il fait partie de notre civilisation. Dante, c'est pareil, on a des très bonnes traductions. L'histoire de l'Europe, c'est aussi l'histoire de la traduction. Voltaire, il est allé voir le roi de Prusse, il est allé voir la grande Catherine de Russie. Voilà, ces frontières qu'on a aujourd'hui sont issues du XIXe siècle. C'est parce que Napoléon Bonaparte a voulu faire une Europe française qu'il a vu s'opposer des nationalismes en face. Si Napoléon avait créé l'Allemagne et l'Italie en tant qu'État, derrière, et l'Espagne et même la Russie, il avait même le code civil, le code pénal en Russie, Napoléon aurait gagné. Mais parce que Napoléon, qui rentre en Russie en 1812, c'est pas Napoléon de la Révolution française. C'est un Napoléon qui met sa famille de tâcherons sur tous les trônes d'Europe. Et quand il rentre en Russie, si un Napoléon qui vient avec le code civil, le code pénal, il arrive en Russie, il casse le servage. La première mesure, je casse le servage. Les Russes, ils sont derrière lui. Mais entre un tyran étranger et le tsar, comme entre Hitler et Staline, le russe, il raisonne simplement. En 1942 ou 1941, quand les Russes voient les Allemands arriver, pas seulement les Ukrainiens et les Biélorusses, mais même les Russes, l'armée allemande rentre en Union soviétique en 1941. Les Russes applaudissent. Sauf que derrière, massacre, répression, etc. Du moment où ils comprennent que de toute façon, ils sont considérés comme des sous-hommes par les Allemands, qu'ils ont vocation à être poussés au-delà de l'Oural, massacrés ou traités comme des esclaves nouveaux. Tout ça parce que Hitler croyait que le mot slave venait d'esclave, alors que c'est le mot esclave qui venait de slave. Parce qu'au Moyen-Âge, beaucoup de slaves païens étaient capturés par l'armée carolingienne et étaient vendus aux Arabes, aux morts. Voilà. Donc Sclavène, une tribu qui s'appelait Sclavène, a donné le mot esclave. Voilà. Et donc c'est l'inverse. En fait, slave, ça veut dire glorieux. C'est exactement le contraire. C'est les glorieux. Slava en russe, la gloire. Ouais. Donc voilà. Et donc si Napoléon Bonaparte ou si Hitler arrive
parce que c'est la même erreur finalement avec les différences idéologiques, mais globalement c'est la même erreur, c'est-à-dire de ne pas traiter les Russes comme des Européens égaux. Pour Napoléon, les Russes ne sont pas dignes d'avoir le code civil et le code pénal. Ce sont des barbares asiatiques. Et pour Hitler, les Russes ethniques ont été métissés avec les Asiatiques et contrôlés par les Juifs, pour simplifier la démarche des nazis. Dans les deux cas, on refuse aux Russes de le traiter en égal. Et aux Polonais, éventuellement. Dans le cas d'Hitler, puisque Napoléon, lui, par contre, a bien traité les Polonais, Hitler les a traités comme les Russes. Voilà, terriblement. Et donc, dans l'idée, la même erreur. Si ces deux conquérants rentrent en Russie en traitant les Russes en égaux, ils gagnent. Et la Russie ne peut être vaincue que par la Russie. C'est un général russe qui avait pris le choix des Allemands qui avait dit ça. C'est Andrei Vlasov qui avait dit aux nazis la Russie ne peut être vaincue par la Russie. Alors ça n'avait pas plu à Hitler, qu'il avait mis plus ou moins une sorte de camp, ou en tout cas, voilà. Et en 1944, quand ça commence à vraiment sentir mauvais, là on sort Vlasov de sa prison, c'est pas vraiment une prison, et puis on lui donne une armée russe de libération. Ouais, mais une armée russe de libération en septembre 1944, ça ne sert pas à grand-chose. Une armée russe de libération en octobre 1941, et la guerre est gagnée pour les Allemands. Hein. Voilà, donc concrètement, l'erreur de tout, y compris des souverainistes français et des autres, c'est cette absence de compréhension de l'égalité des Européens. Les Européens sont des frères égaux de même souche. Et donc l'erreur de dire, oui mais celui-là il n'est pas bien européen. Et c'est pour ça que je défends les Albanais. On en a parlé hors champ tout à l'heure. Pourquoi je défends les Albanais et que ça énerve un certain nombre de gens qui pensent que c'est des infâmes musulmans qui rêvent que de la charia et de nous imposer, comme les Tchétchènes et les autres, ils veulent en fait nous imposer l'islam. Alors que c'est pas du tout le cas. Ben pourquoi ? Parce que les Albanais sont des Européens. Et cette idée de dire oui, lui n'est pas européen, pour X ou Y raison, alors qu'il l'est, c'est ça qui me dérange. Ouais. Combien de gens vous expliquent que les Russes ne peuvent pas entrer en Union européenne ? La Russie, c'est un autre monde, c'est autre chose. Voilà, regardez, on parlait d'Henri de Lesquen, sa carte de l'Europe, c'est quoi ? L'Ouest, c'est sur occidentale, avec l'Équateur et le Pérou, hein, quand même. Hein. Bon, sous prétexte qu'ils ont été plus ou moins hispanisés. Le sud-est des Balkans sont dans la même situation que l'Éthiopie, la Somalie ou le Soudan. C'est évident que la Bulgarie et le Soudan, c'est très proche, hein, ça me passe. Et alors l'Ukraine, Biélorussie, Russie, une autre civilisation claire, orientale, une civilisation russe. Pourquoi les Russes sont séparés des autres ? Pourquoi le pauvre Ukrainien de l'Ouest, il est rattaché ? Enfin, c'est n'importe quoi. Toutes les divisions qu'on a pu faire à l'intérieur de l'Europe sont des divisions arbitraires et stupides. Et la division américaine, par exemple, c'est quoi ? Les Américains ont divisé l'Europe aussi. Pour les Américains, la stratégie de division de l'Europe s'appelle la doctrine Brzezinski, c'est-à-dire il faut créer des États tampons et repousser la Russie en Asie. La stratégie des Américains aujourd'hui est la stratégie d'Hitler. C'est-à-dire les Russes sont des Asiatiques, il faut les chasser d'Europe. Mais les Américains sont plus subtils parce qu'ils ont bien compris qu'en réalité, les Russes étaient européens. Ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que la Russie et l'Europe de l'Ouest et du Centre fassent un seul pays. Ouais. Du jour où la Russie, l'Europe est construite et unie, l'Islande, tout l'ensemble du continent de l'histoire de la Russie, on est invincible. Vous estimez que d'une certaine façon, si on se rapproche de manière très intime de la Russie, est-ce que ça pourrait être le salut de l'Europe ? Oui, mais la Russie, c'est un salut dans les deux sens. Il ne faut pas penser qu'on a besoin des Russes parce qu'ils vont nous sauver. On a besoin des Russes pour être plus forts et les Russes ont besoin de nous. C'est une double alliance. Si on dit aux Russes on est faibles, venez nous aider, ils vont avoir des appétits de conquête comme les Allemands et les Français avant. Et c'est surtout pas ce qu'il faut, surtout qu'ils n'ont pas la démographie pour ça. La Russie n'a pas les moyens de conquérir l'Europe, je ne pense pas qu'elle en ait la volonté, mais en attendant, on n'en a pas les moyens. Elle va se faire ronger par la Chine en Sibérie, elle va se faire ronger par les flux migratoires. Là, Poutine est en train de vouloir faire du commerce en Afrique, il va avoir les mêmes conséquences que chez nous. Il va avoir des Africains à Moscou. Et effectivement, à Moscou, il y a 10 ans, les Africains, leur durée de vie était de quelques jours. Parce qu'il y avait 50 000 skinheads dans toute la Russie. Donc de toute façon, voilà, un Africain dans les rues de Moscou, il avait intérêt à faire vachement gaffe. Et maintenant, même les milieux nationalistes russes ont été écrasés par Poutine, qui ne veut pas de concurrence, etc. Et donc voilà. Et les mêmes conséquences causent les mêmes choses. C'est toujours cette idée qu'il faut aller voir ailleurs. Donc pour Asselineau, dont on parlait tout à l'heure, lui, son rêve, c'est la France. A une vocation africaine. L'avenir de la France, c'est l'Afrique. Ça tombe bien, c'est bien parti pour. Ensuite, pour l'Espagne, c'est l'Amérique du Sud. Pour le Portugal, le Brésil, le Mozambique et l'Angola. Pour la Russie, la Chine et l'Asie. Pour l'Angleterre, les États-Unis. Alors, on pourra en parler. Pour les Américains, pour les Anglais, c'est l'Amérique. Etc. Chacun trouve. L'Allemagne, c'est la Turquie, parce qu'il y avait une vieille alliance entre Guillaume II et les sultans ottomans. Voilà, c'est pour ça qu'en 1963, les Allemands ont fait venir des Turcs travailler. Mais ils devaient rester temporairement et partir au pays.
Et ils ont été temporaires jusqu'en 2000. Et puis Gerhard Schröder, social-démocrate allemand, a décidé de saboter le droit du sang allemand et de permettre à ces Turcs présents et leurs descendants d'accéder à la société allemande. Après, comme dirait Sibeth Ndiaye, ça a donné le kebab. Oui, le kebab, on dit souvent le kebab, on l'appelle un grec. Tu veux un kebab, tu veux un grec. Alors, le kebab grec s'appelle le gyros. Voilà, c'est les Grecs qui ont inventé le kebab. Hop, c'est vrai. Voilà. Alors, donc, effectivement, on a été coupé d'une certaine manière techniquement, donc on va reprendre sur le jour. Je vais prendre un exemple intéressant, je pense, qui mérite sur la question de la rhétorique, parce que moi, si on veut présenter un petit peu, pour revenir un peu sur le thème d'origine, donc, parce qu'il y a les idées du Parti européen, puis elles sont incarnées, hein, les idées incarnées. Bon, moi, je donne beaucoup d'importance à la cohérence doctrinale. Moi, personne ne peut être à 100% cohérent en permanence, ça n'existe pas. Mais il faut essayer d'être le plus cohérent possible. On ne peut pas dire X et puis vouloir Y alors que c'est contradictoire. Oui, créer un système de pensée. Voilà, il faut que ça soit structuré. Après, il faut que ça soit une pensée qui soit capable d'adaptation et de souplesse. Il faut avoir des lignes rouges. Moi, j'ai quelques lignes rouges intellectuelles où j'estime qu'on ne doit pas dépasser certaines limites. Voilà. Mais, et puis après, il y a des thèmes, par exemple, on pourrait parler, par exemple, d'une question dont on ne va pas parler, justement. Mais si on prend par exemple la question des Israélites et du judaïsme, c'est une question qui est quasiment impossible à aborder. Parce que quel que soit le point de vue qu'on peut avoir, hein, qu'on soit pour, qu'on soit contre, etc., de toute façon on va être attaqué. Il n'y a aucune rationalité dans le raisonnement des gens. On peut dire des choses très, très, très pro-israélites hein, et qui seront considérées comme antisémites. Ça existe. Enfin voilà. C'est de toute façon on aura tort des deux camps. C'est-à-dire si vous commencez par ce sujet en disant des choses intelligentes et qui sortent un petit peu du commun, vous aurez des gens qui vont vous dire que vous êtes antisémite et des gens qui vont dire « Oh, il est vendu il est judéo-cordol », comme dit l'autre. Voilà. Donc, on est tous... Lesca a dit que j'étais un agent d'Israël, par exemple. Alors, je parle quand même très peu de ce sujet. Tout ça parce que, de toute façon, c'est manichéen. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Voilà. Toutes sortes de raisonnements qui n'ont pas de sens. On ne se définit pas contre quelqu'un par principe. Donc, moi, par exemple, d'un point de vue rationnel, je pense que le sionisme, par exemple, c'est la renaissance du peuple juif sous sa terre. Bon. À partir de là, il faut sans doute aller au bout de l'équation, et ça veut dire la reconstruction du temple, par exemple, ou de prêtres, etc. C'est-à-dire qu'on va au bout de l'équation. C'est un retour au pays, c'est un retour au pays intégral. Voilà, ça c'est de la cohérence. Évidemment, ça plaira ou ça plaira pas. Et sur tous les sujets, c'est un petit peu ça. Alors après, le danger de ce qui m'énerve un petit peu en politique et en rhétorique, c'est que j'en ai marre des buzz faciles. Alors le buzz facile, soit on fait des provocations illégales, on se retrouve devant le juge, bon, c'est facile mais ça coûte cher. Et on a la publicité, mais c'est pas la meilleure. C'est très difficile de se faire de la bonne publicité. C'est-à-dire de faire un buzz positif. On dit, ah bah oui, c'est intéressant ce qu'il dit, voilà. Et ça se décide pas, et quand on n'a pas accès aux médias traditionnels, aujourd'hui malgré tout, ça compte les médias traditionnels. Bon. Alors si on prend le cas Zemmour, par exemple, Zemmour, c'est intéressant d'un point de vue, là je ne parle pas de ses idées, je parle vraiment d'un point de vue technique. On peut parler de son émission actuelle, là, donc, qui est sur, du lundi au jeudi, je crois à 19h30, sur CNews. Voilà. Bon, d'abord, on voit qu'il a du mal à avoir des invités, parce que Zemmour fait peur, rhétoriquement, à un certain nombre de gens. Ce qui fait que parfois, il a eu plusieurs fois le même invité, et qu'il y a des invités célèbres qui ont refusé de le faire. Il a eu Finkielkraut, qui a d'ailleurs beaucoup souffert dans le débat. Ouais, c'était une agonie. Oui, parce que Finkielkraut et Zemmour sont très proches sur un certain nombre de plans, sauf qu'il y a une grosse différence. Alors que je ne dirais pas que c'est séfarade ashkénaze, même s'il y a un peu de ça, c'est que pour Alain Finkielkraut, la Shoah, c'est quelque chose d'important et de fondateur dans son esprit. Pour Éric Zemmour, on a vu que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas quelque chose qui le prenait aux tripes. Donc la vraie différence, elle est là. Zemmour est beaucoup plus, on va dire, machiavélien, un peu politique, il est beaucoup plus cynique. Ouais. Quand il dit « moi je préfère que les migrants se noient plutôt que mes enfants soient en danger », voilà. Finkielkraut, il ne peut pas dire ça. Il se lâche parfois dans Haaretz sur l'équipe de France de football, et puis après il dit c'est pas moi qui dis ça. Bon. Et donc il était perdu, le pauvre Finkielkraut, parce qu'il c'est pas un politique en plus. Voilà. Le problème de Zemmour dans son émission, c'est que par principe, il faut défoncer l'autre. Par principe, il veut gagner. Et parfois, parfois je trouve que ça ressemble parfois plus à une discussion qu'à un débat. Face à Onfray, il n'a pas vraiment essayé de gagner. Ouais. Mais c'est très dur de gagner face à Onfray. Voilà, mais il a envie de gagner sur les autres. Et par exemple, je ne sais plus qui l'avait reçu. Ah oui, alors c'était Asselineau. Asselineau s'est fait détruire. Ah ouais. En même temps, j'étais content, ça m'a amusé.
Alors c'était terrible. Je ne souffrais pas pour lui, hein, parce que parfois quand il y a un débat où c'est catastrophique, on souffre. Hein. Le débat Marine Le Pen face à Macron était terrifiant. Je suis un des rares à avoir retenu jusqu'au bout. J'ai voulu tout voir. Bon, je ne dis pas que j'étais spécialement partisan de Marine Le Pen, mais j'étais effaré du niveau. C'était catastrophique. Enfin, j'ai rarement vu un loupé comme ça. Alors il y a des explications, hein. Mais voilà. Et Asselineau, ce qu'il a tué face à Zemmour, évidemment, les partisans d'Asselineau ont dit qu'il avait gagné, hein, bien sûr. Alors, j'ai pas du tout aimé d'abord cet argumentaire sur la guerre civile. Monsieur Zemmour, vous voulez la guerre civile, ça c'est du à la Soral tout craché, hein, discours complotiste, voilà. Ensuite, il voulait absolument flatter les banlieues et flatter les gens d'origine africaine. Donc, il a commencé à expliquer que c'est absolument scandaleux que des Sénégalais qui vivent en France payent des impôts pour que l'argent aille en Croatie construire un pont. Bon. Donc, pour dire, voyez, regardez, on a plein d'Africains en France et c'est scandaleux de les obliger à agir pour l'Europe, quoi. Bon. Et donc, il s'est dit, je vais être plus fort que Zemmour, je vais être meilleur que lui, je vais partir gagnant. Et donc, je vais montrer, regardez Zemmour, c'est un raciste, c'est machin, moi je vous défends. Et sauf qu'il y a une chose, c'est que les électeurs qui votent éventuellement, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais même parmi les électeurs qui votent à Asselineau, il y a beaucoup qui ne sont pas tellement pour l'immigration. Et il a tellement voulu démontrer que lui, il était super protecteur pour eux, qu'il est passé pour un pur mondialiste, quoi. Voilà, et moi je dis qu'il est chauvino-mondialiste, c'est un néologisme que j'ai inventé, voilà, il y a même une version en anglais. Le chauvino-mondialiste, c'est quoi? C'est l'antithèse d'abord du partisan du Parti des Européens ici, que je dirige, hein, et de moi-même. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut à la fois un nationalisme extrêmement fermé, la France seule, hein, concrètement, mais en même temps une France universelle. Ouais. Tout le monde peut être français, mais salaud d'allemand. Et la France seule, mais la France mondiale un petit peu. Ben, la France, grâce à l'Empire colonial, sous une autre forme qui s'appelle la francophonie, grâce à la francophonie en Afrique, la France va être forte. En fait, c'est le principe d'un général français qui s'appelle Charles Mangin. Charles Mangin, c'est celui qui a inventé le concept de la force noire. La force noire, c'est pas un biomane, hein, c'est l'idée que on va, grâce aux Africains, grâce aux Noirs, on va pouvoir être plus fort, dans les années 20, hein, à l'époque déjà, face aux Allemands. La France se sentait toujours diminuée par rapport à une Allemagne qui avait plus d'habitants, et qui est encore le cas malgré 17 millions de morts quasiment de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et donc il y a cette peur panique, la méchante Allemagne, nous sommes trop faibles. Et donc on va peser grâce à l'Afrique, on sera fort. Alors qu'en fait c'est un piège allemand de départ, puisque c'est Bismarck qui a inventé la colonisation française. Pourquoi? Parce qu'en 1871, l'Alsace-Lorraine, ou l'Alsace-Moselle, est annexée par l'Empire prussien. Oui. Et lui, il se dit, les Français vont vouloir récupérer ces territoires, donc ils vont être facteurs de guerre. Il faut les occuper ailleurs. Et c'est là que Bismarck a une idée, mais orientons la France vers l'Afrique coloniale, comme ça ils vont s'occuper là-bas, ils vont dépenser l'argent et ils nous foutront la paix. Ce qui avait fait dire à Déroulède et aux nationalistes français du début du XXe siècle, par exemple la fameuse phrase, je crois que c'était Herriot, zut, la Garonne à Volzambèze ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ah oui, la Corrèze Volzambèze. Voilà, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire subitement. Ouais. La Corrèze à Volzambèze, oui. Et ce que disait Déroulède, il disait, nous on s'en fout de l'Afrique, globalement, on a deux patries qui manquent, hein, c'est la Moselle et l'Alsace. Ouais, Déroulède, je crois que c'était en 83 ou 85, il disait j'ai perdu 2 sœurs et vous m'offrez 20 domestiques. Voilà. Ouais, c'était cet ordre-là. Donc les nationalistes français, et les nationalistes français d'aujourd'hui devraient s'en souvenir au lieu de raconter n'importe quoi, étaient contre la colonisation. Ouais. Comme les vrais socialistes, comme Clémenceau, quand Clémenceau était socialiste, il avait dit à Ferry, race supérieure à sa inférieure, c'est bien beau ce que vous dites là, mais voilà. Donc les socialistes. Clémenceau était tout seul d'ailleurs. Oui, alors pourquoi? Parce que c'est la maçonnerie, hein. C'est la franc-maçonnerie et le Parti radical qui sont derrière la colonisation factuelle. Tous les scandales, par exemple, le scandale de Suez, hein, où il y avait l'histoire de magouilles financières avec les CEPS et compagnie, hein. Ça avait fait un des scandales de la Troisième République. Donc voilà, effectivement, on a orienté l'Allemagne était très contente que la France aille s'occuper de l'Indochine ou de l'Afrique, du Tonkin ou de l'Afrique, voilà. Et on est tombé dans le piège, parce qu'il y a aussi en France ce côté universaliste. Alors, comme je disais tout à l'heure, l'universalisme français était un faux universalisme, c'était un européisme en fait. C'était l'idée que ce que crée la France, c'était valable pour tous les Européens. Et que derrière, ça n'avait pas en fait réellement de vocation à s'universaliser, à aller en Chine ou en Afrique. Au départ, c'était pour l'Européen du XIXe siècle, le monde c'est l'Europe. Les États-Unis, ça c'est l'extension de l'Europe. Donc voilà, c'est le problème de colonialisme. C'est pour ça que je suis très anticolonialiste et que ma position, c'est vraiment la décolonisation, mais la décolonisation poussée au maximum, donc indépendance des dom-toms, c'est les dernières colonies. Et c'est pour ça qu'il faut s'entendre, il faut éventuellement aller voir
Rokhaya Diallo et Kémy Séba leur dire ah, mais les gars, on est d'accord avec vous sur cette question. Certains Africains sont d'accord avec moi et le disent. Alors après, il peut y avoir des bagarres. Pourquoi ? Parce que déjà, moi j'aime bien quand même le souci de vérité historique. Et prétendre que l'Égypte ancienne était noire, c'est une connerie. Oui, c'est faux. Voilà. Et alors, il y en a beaucoup qui font des comparaisons fallacieuses entre le royaume. C'est assez marrant parce que ça vient des États-Unis au départ, tout ça. Hein. Mais prendre un exemple cinématographique, parce que j'aime bien prendre des exemples variés. Bon, il y a un film qui donc dédié à la cause noire, donc chez Marvel, hein, l'univers Marvel et Disney, qui s'appelle donc Black Panther. Ouais. Alors Black Panther au départ, moi je ne comptais pas aller le voir parce que je m'attendais à une grosse propagande afro-américaine. Je l'ai pas vu. Voilà, alors c'est pour ça que j'ai pas vu au cinéma, et puis bon, je me dis pour avoir la continuité de l'univers des Avengers et compagnie, il faut quand même avoir vu ça, et puis il faut connaître l'ennemi. Si ce film est une propagande contre les Européens, il faut l'avoir vu pour savoir, parce que moi je pars d'un principe, c'est qu'il faut connaître l'adversaire. Il faut pas fuir les choses. Ouais, et donc j'ai vu ce film, et c'était très... Bon, évidemment, il y a le côté Wakanda, c'était évidemment complètement fantaisiste, mais c'est conforme à la BD. Hein. Voilà, c'est une civilisation africaine qui est très très développée autour d'une Afrique qui est quand même très pauvre. Bon. Et ce Wakanda, donc au-delà de la question effectivement science-fiction qui laisserait penser qu'ils sont plus civilisés que l'Europe et autres, ça reste de la fiction. Le personnage, l'ennemi, le méchant, est un Afro-Américain. Le héros, c'est l'Africain implanté. Chez lui, il est Black Panther, il est chez lui. Faut oublier que le Wakanda est très protectionniste également. Voilà. Je crois moi je connais ça à travers les autres épisodes de notre série Marvel, mais il me semble qu'il se cachait avec des murs invisibles. Absolument, il y a une muraille de protection, ils sont cachés. Frontière très très dure. Hein. Voilà, parce que voilà. Et donc il y a quand même des gens qui sont sortis, puisque l'ennemi c'est le fils d'un Wakandais qui a quitté le Wakanda et qui s'est mis avec une Afro-américaine et qui a un enfant. Et donc il y a un côté revanchard. Et en fait, il y a vraiment le côté déraciné, le déraciné contre le raciné. Donc, c'est pas. Les blancs, il y en a très peu dans le film. Les rares qui sont présents, il y en a un qui est gentil, qui est une sorte de mec de je sais plus quoi, pas la CIA, mais les trucs de l'univers Marvel. C'est lui qui joue dans Bilbo le Hobbit, je crois. Pas Morgan Freeman, mais c'est Freeman. Martin Freeman. Voilà. Et puis, il y a un méchant qui fait du trafic, qui est un blanc méchant, qui fait du trafic de vibranium. Voilà, et donc effectivement, il n'y a pas de blanc dans ce film, en fait, quasiment. C'est vraiment le noir déraciné et violent et tueur, qui tue d'ailleurs le père du Black Panther, etc., contre le noir enraciné. Et en fait, ce film, finalement, était assez identitaire, au sens positif du terme. C'était pas manichéen, c'était pas... J'ai trouvé aussi, Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier un petit peu des réactions trop comment dire, immédiates. Au départ, effectivement, j'ai cru que c'était un film de propagande. Donc, justement, tous les fans n'ont pas compris, en fait. Voilà. Ce film est beaucoup plus subtil que ça. Ouais. Ils ont vu l'artifice... Alors, par contre, pourquoi je parle de ça ? Parce que, pour parler des thèses donc, afrocentriques, la divinité, donc Black Panther, il y a une déesse panthère. Et cette déesse panthère, et la personne là, je pense qu'il y a à peu près une personne sur 80 millions qui a dû le voir, peut-être même pas. Et elle s'appelle Bast, je crois. On dirait Bastet, un peu. Bastet, voilà. Ah, voilà. Et c'est quoi alors ? Mais tout le monde n'a pas pensé ça. C'est chat, je crois. Oui, Panthère chat. Bastet, c'est. En fait, ça veut dire que la déesse du Wakanda est une déesse égyptienne, c'est Bastet. Ouais. Et donc là, on voit le lien avec l'Égypte. Et on voit la revendication afrocentrique derrière. Mais il y a des séries qui montrent le contraire. La série Stargate, par exemple, ou même l'univers Stargate, mettait plutôt des populations de type berbéro-égyptien. Donc c'était assez cohérent par rapport à l'histoire de l'Égypte. Même s'il y avait ensuite ce qu'ils appelaient les Jaffa, qui étaient souvent des Africains. Mais il y a quand même eu des Africains en Égypte, des Nubiens notamment, il y a une dynastie nubienne. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça avait un message identitaire. C'est un film qui, sur le principe, pour un Européen identitaire, spontanément, il n'ira pas le voir. Alors, il y a un film dans ce sens-là qui est assez hallucinant. J'avais fait une petite chronique écrite il y a pas mal d'années. C'est le film 300. Donc le premier, le deuxième est moins manichéen et assez intéressant aussi, celui qui a suivi ensuite, mais qui est plus sur les Athéniens. 300, globalement, il y a des scènes qui sont impensables. À mon avis, aujourd'hui, on ne pourrait plus faire le film. Alors pourtant, qu'il n'est pas si vieux que ça. Je vais prendre quelques scènes dans la tête. D'abord, vous avez une scène où vous avez donc des émissaires perses, tous africains, tous noirs. Bon, la Perse, c'est pas spécialement africaine. Hein. Et donc, ils arrivent. Et cette scène, et ils sont habillés un peu à l'islamique aussi, les voiles masquants, etc. Et à cette scène hallucinante où donc Gérard Butler,
Léonidas lance son pied en avant et pousse les mecs en disant c'est Sparte ici, voilà, c'est Sparta, et il pousse donc des gens qui sont d'origine africaine, noirs, dans le ravin. Ça, c'est hallucinant. À un autre endroit, les prêtres corrompus de Sparte, on voit un noir avec les dents quasiment la plus de Banania, avec les dents blanches, qui rit comme ça, en versant l'or pour corrompre les prêtres. On voit à un moment donné, là aussi, un noir à la tête de l'armée perse qui est menaçant et puis il se fait couper le bras. Parce que je crois qu'il y a des Grecs, comme ça, il saute avec son épée, il lui coupe le bras comme ça, parce qu'il y avait un fouet. Bon, après, on voit n'importe quoi, on voit des rhinocéros de combat. Enfin, on a l'impression que c'est le monde entier contre l'Europe, en fait. Et c'est quasiment dit comme tel. On voit même des Australoïdes, on voit même toutes les tribus les plus archaïques. Et tout ça, c'est l'Empire perse. Il n'y a quasiment pas de Perse dans l'équation. Les fameux Perses de l'armée des 10 000 héroïques, ils ressemblent à des sortes de ninjas, avec des masques et machin. Les immortels. Ouais, les immortels, qui n'étaient pas tout comme ça. On oublie qu'il y avait des Grecs dans l'armée perse. Beaucoup de Grecs, mercenaires et autres étaient dans l'armée perse. Des gens, par exemple, qui avaient été conquis de Thessalie, des Macédoniens, des Thraces, des Arméniens. Les mineurs avaient déjà été des Arméniens, et même, effectivement, éventuellement des Indiens. Mais voilà, on voit des éléphants de guerre gigantesques et immenses. Donc, en fait, très peu de gens ont compris que le film était raconté par le survivant. Et le survivant veut mythifier l'acte héroïque de Léonidas, et donc il exagère évidemment tout. Mais c'est quand même assez hallucinant de voir cette mise en avant de gens de noirs dans des rôles négatifs. Il y a des passages à la limite un peu homophobes dans la tente de Darius, de Xerxès, pardon, avec un côté un peu homosexuel. Xerxès est une sorte de Brésilien à poil, avec des bijoux. Ouais, très bizarre dans le film. Ce qui est un peu un paradoxe, parce que même du côté des Spartiates, ça n'a aucune valeur historique, tout cela. Des relations homosexuelles entre eux. Oui, c'était pas généralisé, mais voilà. Et alors les corps bien huilés, des 300, avec évidemment Frank Miller qui est derrière le scénario, et oui, casque bien truc, ils font des murs de cadavres. Le film est assez génial par ailleurs. Hein. Moi je trouve que c'est un film génial, mais je dis pas qu'il est dérangeant, parce que je suis pas politiquement correct, donc je vais dire voilà, c'est choquant. Voilà. La musique était exceptionnelle d'ailleurs, les scènes de musique sont géniales, le film est vraiment réussi, quoi. Et alors, la version française, il a fallu qu'il rattrape le coup. Moi, j'ai la bande originale du film. Je suis un grand fan de bande originale de film. Souvent, c'est presque l'équivalent de musique classique. Hein. C'est souvent d'ailleurs des... Ouais, parfois, voilà. Oui. Et la musique de 300, à la fin, il y a une musique du compositeur. Pas de la version française. Ils ont mis du rap. Ah oui? Rap français, en deuxième partie de générique. Je regarde tout le temps je regarde tout le temps en version originale, donc j'ai pas... Voilà. Sur le Blu-ray, si vous regardez le Blu-ray en français, à la fin vous avez du rap. Ah oui. Vous rachetez un peu le côté trop, entre guillemets, raciste, quoi. Ouais. Voilà. D'accord, donc eux, ils avaient compris le film. Donc voilà, oui. Et le deuxième est bon parce que le deuxième met en avant des choses qui... Et là, on retrouve finalement le thème de départ de l'entretien, l'Europe, puisque finalement, dans le deuxième film, eh bien, il y a l'unité des Grecs. Alors, artificielle, puisqu'en réalité, les Thébains, par exemple, étaient dans le camp des Perses, etc. Mais à un moment donné, on voit cette scène magnifique de la fin du deuxième film, donc naissance d'un empire, où on voit, alors, complètement irréaliste d'ailleurs pour cet aspect, un peu étrange. On voit la reine spartiate, donc la survivante de Léonidas, mener l'armée spartiate avec l'épée, et puis commence à trancher du Perse à mort, et à un moment donné, on voit les scènes, l'épée de Thémistocle pour Athènes et de la reine Gorgo pour Sparte, ils combattent quasiment ensemble. Bon, il y a une traîtresse qui est Vagrine, c'est la grecque ralliée aux Perses, mais et les acteurs font plus perse que dans le premier film. C'est le côté mystification, et le mythe n'est plus là. Ouais. On essaie d'être plus réaliste. Et on voit toutes les bateaux, à un moment donné, les Athéniens croient que tout est perdu. Hein. Ouais, et à tous les bateaux de tout, ils disent Delphes, machin, enfin Delphes c'était un sanctuaire, mais passons. Ouais. Tous les bateaux qui arrivent comme ça, puis ils écrabouillent la flotte perse, et une Grèce unie. D'ailleurs, au début du film, Thémistocle fait un discours à Athènes où il défend l'unité de la Grèce, etc. Ce qui est un peu, ce qui est un peu anachronique. Oui. Voilà. Parce que quand on regarde après la guerre du Péloponnèse et autres, les Grecs n'ont pas su faire leur unité, oui. Mais ils n'avaient pas envie d'ailleurs. Et puis alors Perses, parce que les Perses, une fois qu'ils ont perdu sur le champ de bataille, ils ont commencé à corrompre les cités. Les Spartiates étaient connus pour médiser, du nom des Mèdes. Hein. Ils médisaient, c'est-à-dire toucher du pognon. En fait, la victoire d'ailleurs des Spartiates contre les Athéniens est due en partie au financement perse. Et c'est pour ça que Philippe le Macédoine et Alexandre voulaient un petit peu régler les comptes. Et eux, ils avaient l'ambition de conquérir la Perse. Ouais, parce que même avant l'expédition des 10 000, je crois, oui. Où il y a déjà eu des prémices, où il y avait... Les Grecs ont quand même montré... L'armée grecque, c'était une armée de citoyens.
Là, on retrouve la notion de démocratie de république. C'est une armée de citoyens, comme la Révolution française avait une armée de conscrits. La Révolution française, c'était des citoyens aussi. Et la Révolution française a marché. Pourquoi Napoléon a été très fort pendant un certain temps? Parce que c'était une armée populaire. Jusqu'au moment où les armées de métier ont réussi à s'organiser pour être capables de le vaincre. Mais la Révolution française a remis le mode du citoyen antique. Et effectivement, le citoyen grec, Spartiate, Athénien, c'est un homme libre qui se bat pour sa cité. Alors que l'armée perse, je ne dis pas que c'est des esclaves, mais c'est pas voilà. Le cœur perse, je pense que les soldats perses sont stricts, ethniques, étaient peut-être un peu comme des hommes libres. Mais déjà, il y avait un empereur, ou un chat, c'est pas pareil. Hein. Déjà, Aristote et Hippocrate avaient dit que les Asiatiques étaient nés pour l'esclavage, quand les Grecs et les Européens étaient naturellement portés à la liberté et à la bravoure. Donc ça, c'est Hippocrate est le premier, entre guillemets, racialiste, c'est le premier médecin de l'histoire, et c'est aussi le premier racialiste, puisqu'il dit les Européens, ils sont braves, ils aiment la liberté, et les Asiatiques, ils sont lâches, et comment dire, et ils sont nés pour être esclaves. Voilà. Ce qui permettait de légitimer les conquêtes grecques aussi, d'ailleurs. Même ça se voit encore à Rome, où il y a un moment où certains légionnaires... La notion de barbare est moins ethnique. Pour acquérir la citoyenneté, ils devaient justement partir avec leur légion et se battre. Ça, c'est le côté Starship Troopers. Ça, c'est le côté... encore cette quête de la citoyenneté, carrément. Oui, mais ça, c'est le côté armée de métier. L'armée romaine de départ était une armée populaire aussi. C'est avec la réforme de Marius en 100 avant Jésus-Christ qu'on passe d'une armée... Pourquoi les Romains en avaient marre de se faire massacrer par les Carthaginois et autres, et ils ont dit maintenant c'est bon, on a de l'or maintenant, etc. On va rester tranquille, on va laisser faire le boulot par les autres. Toujours, un peuple qui n'accepte plus de se battre pour lui-même commence déjà à être esclave. Et lorsque la France, par exemple, a fait appel à des troupes coloniales africaines et autres, elle a commencé à rentrer dans un chemin malsain. Et finalement, l'immigration, c'est une forme de mercenariat économique. On recrute, c'est la même logique. Oui, on va amener des gens. Il y a même le mercenaire démographique, le mercenaire qui vient faire les enfants qu'on ne fait pas, et qui vient sortir nos poubelles parce qu'on ne veut plus les faire. Et donc, alors, il y a un film qui révèle tout ça, c'est le volume 4, c'est pas un des meilleurs films, mais La planète des singes, volume 4, La révolte des singes, qui est assez intéressant, où effectivement, ce monde-là, en fait, les chats et les chiens sont morts d'une sorte de peste qui les a décimés. Et donc, les humains ont fait des singes leurs nouveaux animaux de compagnie. Et donc, il y a ces singes qui font du travail d'esclaves, ils portent, etc. Et à un moment donné, il y a un singe qui dit non. Et c'est pas le seul qui parle, qui vient du futur alternatif. Et c'est à partir du moment où il y a un singe qui dit non à l'oppression humaine, que la guerre avec les humains va commencer, et que finalement, ils vont gagner. Au final, les singes commandent à l'arrivée. Et les humains finissent par perdre le langage et être avalés au rang d'animaux. Donc, toute nation d'esclavagistes finit esclave de ses esclaves.